Je pense que le premier truc, c'est mesurer la différence économique entre les deux. Combien coûte la laine naturelle la moins chère? J'ai pas d'argent, je veux tricoter en laine naturelle. À combien je peux toucher la pelote? Tu veux vraiment être vraiment Factuel. Je vous propose donc de tricoter ce très joli modèle de pull, du coup rouge et rose, un petit peu de marron pour garder un petit effet de neutre. Et elle voit les prix Des écheveaux. des écheveaux, elle s'écrie dans la salle. Mais à ce prix-là, autant acheter. Et la fameuse du coup dentelle qui du coup court tout le long de notre écharpe. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis très contente de vous retrouver et Matou également. Ça faisait un petit moment Matou. Ce fut un long chemin pour arriver jusqu'au podcast suivant. Oui. Il s'en est passé des choses en 2 semaines du coup. Oui, Déjà beaucoup. en 1 semaine c'était intense, mais alors en 2 semaines, voilà. Par quoi on commence? Eh ben, d'abord, je voulais répondre forcément au fait pourquoi il n'y avait pas eu de podcast la semaine dernière. En fait, petite Lionne a été assez pas mal malade en fait la semaine dernière. Et pour vous dire, en fait, le samedi, elle a commencé à pas être très bien. Donc le samedi dernier, du coup. Elle a commencé à pas être très bien. Le dimanche, elle a fait beaucoup de fièvre dans la nuit. Je sais pas si tu te souviens, mais Oui, je me souviens tout à fait. elle était bouillante. Donc j'ai pris la température plusieurs fois dans la nuit. Elle était à 40 et ça descendait pas. Le lendemain, du coup, on a appelé le médecin qui s'est déplacé à la maison, qui a vu c'était quoi déjà? Une pharyngite Oui, profonde, quelque chose comme ça, quelque une chose sorte dans de ce genre-là, pharyngite aiguë, quelque chose comme ça. Parce qu'elle avait du mal à respirer, elle toussait beaucoup, elle toussait vraiment à s'en étouffer presque. Et il m'a dit, si ça va pas, là, si elle prend les médicaments et si ça va pas dans les 24 heures, faut aller aux urgences. Donc, en effet, on attend 24 heures et en fait, refièvre, retout, et puis de la toux vraiment de la toux à s'en étouffer, et elle commence en plus à être malade. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vous vous doutez de comment elle peut être malade encore plus sans rentrer dans les détails, on va dire. Donc elle est encore plus malade. Et en fait, on se dit, ok, là, il va falloir faire quelque chose. C'est pas du tout normal que ça soit comme ça. Donc, on va aller aux urgences. Donc, on était en train de tourner la tricot université intermédiaire les mains. J'arrête tout en plein milieu. J'emmène Catherine, du coup, aux urgences d'ici à Bucarest. Donc, il y a plusieurs urgences pédiatriques, mais en gros, pour la faire simple, les urgences pédiatriques privées où on est allé, c'est Ponderas, donc c'est toujours dans le réseau Regina Maria qu'on utilise. Et on y va, on est pris en charge assez rapidement, donc elle est prise en code urgent quand même. Et en fait, ils se rendent compte qu'elle est déshydratée, qu'il faut qu'elle mange pas, donc ça fait plusieurs jours qu'elle mange pas, qu'elle mange rien du tout. Qu'elle est du coup très très malade comme je vous disais, donc ils prennent des samples, comment c'est en français, des échantillons. Ils prennent plusieurs échantillons, ils font des tests sanguins, on attend les résultats et en fait au final la docteure vient vers nous et elle nous dit voilà, en fait vous avez votre fille a une infection bactérienne qui est assez violente, voilà. D'où ça vient précisément, voilà, quelle bactérie précisément, voilà. Et mais voilà, vous avez une infection bactérienne. Normalement, je préconiserais l'admission aux urgences. Donc aux urgences pendant plusieurs jours pour lui faire prendre des médicaments, etc. Et en fait, avec Matou, on en discute et on dit on va essayer de la faire rentrer à la maison parce que je pense qu'elle sera mieux, même si ça va être un petit peu compliqué parce que ça fait plusieurs jours qu'elle ne veut absolument rien manger. On va essayer de la faire rentrer à la maison. La docteure vraiment insiste beaucoup pour qu'on reste. Et je lui dis, on va essayer. Et si jamais, voilà, on fait un deal, en gros, si jamais, en effet, je n'arrive pas à la faire manger, je la ramènerai aux urgences et elle sera admise. La docteure valide, on sort, va chercher tous les médicaments, batterie de médicaments pas possible. Il y en avait quoi? Il y en avait facilement une dizaine différents. Bien sûr, antibiotiques. On rentre à la maison et là, Catherine ne veut pas manger.
Elle veut pas manger du tout. Donc forcément, parce que la journée a été très longue, on arrive le soir, c'est tard, elle est fatiguée, elle a refait de la fièvre, donc forcément, elle est fatiguée, elle a envie de dormir. Donc on lui dit, ok, on va se laisser demain matin. Si demain matin, elle mange pas, retour aux urgences. Et demain matin, le lendemain matin, on arrive à la faire manger un bout de tartine de miel. Euh, mais on arrive à la faire manger. Et au final, du coup, comme on arrive à la faire manger, on peut lui donner les antibiotiques, etc. Et finalement, aujourd'hui, je vous rassure, elle va beaucoup mieux. Elle a terminé ses traitements aujourd'hui ou hier. Donc là, c'était aujourd'hui que j'ai donné la dernière prise d'antibiotiques. Et c'est terminé. Elle va très bien. Elle respire très bien. Elle ne tousse plus. Elle n'est plus malade du tout. Tout va bien. Voilà. C'était une longue intro pour rassurer tout le monde et dire que petite Lionne va beaucoup mieux. Merci beaucoup pour tous vos messages. En tout cas, on les a bien reçus. Et on va pouvoir passer à la suite. Ouais. Ça va, Matou? Oui, mais c'est vrai que ces 2 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses, puisque Ouais. forcément, il y a eu voilà, ces Ça. imprévus, ces ennuis de santé, mais heureusement, tout s'est bien terminé. Donc dans ce podcast, on va aborder Alors, on va parler du nouveau BAT qu'on a reçu. voilà, de où on en est au niveau du livre de la Tricot Université débutant. Mhm. Le chemin est long, on va Oui. dire, et périlleux. Et on Euh, peut parler de l'avancement de la Tricot Université intermédiaire aussi. Oui, on va parler de l'avancée de la Tricot Université intermédiaire, puisque tu as terminé de filmer les démonstrations techniques, Whoop, donc les whoop. 60 démonstrations techniques. J'ai calculé au total, pour donner un petit aperçu, alors j'ai mes notes, j'ai calculé les durées par, Matou, il fait parce que j'aime bien calculer les durées en fait pour voir un peu quoi on parle. Donc la Tricot Université débutant fait 22h38 en tout de cours, modèle et durée des modèles pas à pas et cours théoriques et pratiques, voilà. La Tricot Université intermédiaire fait donc 29 heures, donc 7 heures de plus que la débutant. Voilà. J'ai été prolixe. Il y a un peu plus de modèles aussi, hein, il y a 2 modèles de plus. Donc on va vous montrer une partie des modèles qui vont sortir. Donc normalement, on va travailler afin que la Tricot Université sorte début janvier. On a essayé de vraiment faire au mieux, mais c'est... Là, on est actuellement sur la mise en page du guide. C'est long, très long. Donc, Mémé est en train d'ajouter les photos pour chaque leçon, puisqu'on illustre chaque leçon avec 1 à 4, 5 photos. Et Pauvre donc, gros il est en Milou. train de faire ça. Après, il va avoir une relecture, une énième relecture, parce que ça a déjà été relu. Et on sera quasiment prêt pour sortir. Donc, ça nous amènera à janvier avec les vacances de Noël. Donc, voilà. Et je pense, donc ce qu'on va faire, c'est il y a 6 modèles dans la Tricot Université intermédiaire, donc on va vous en montrer 3. On va aussi montrer le modèle cadeau de Noël, le modèle que Jaënel et moi on offre Pour cette année. à l'ensemble des triconautes pour cette année. Le fade, il n'y a pas grand chose à dire, non? J'ai avancé pas beaucoup. Pas beaucoup de tricot, pas beaucoup de crochet ces dernières semaines. Il Et faut dire que la Tricot Université intermédiaire a vraiment bouffé tout mon temps de main, entre Ouais. guillemets. Donc voilà. Ouais. Ça a pas Et été- on va parler aussi de la vidéo sur Bergère de France, puisqu'on a sorti une vidéo qui a fait pas mal de débats dans les Oui, commentaires. elle fait Donc pas mal parler. on a relevé un commentaire qui était assez intéressant. Donc peut-être qu'on pourra discuter là-dessus, ça va être Ouais. intéressant. Le commentaire de Blandine. Voilà. Donc je crois qu'on a un oublié. Donc le premier truc sur le livre, je vais pas durer 30 ans parce que c'est des détails techniques. Mais en gros, c'est pour vous dire comment ça avance. Donc je vais faire un récapitulatif très court. J'ai vu que tu les avais tous pris. Ouais. Voilà. Donc à la base, donc c'était on a commencé il y a 2 mois. Bon là, on vous met vraiment les Quand coulisses. même, hein, ça fait super longtemps. Deux- hein. Oui, c'est ça. 2 ou 3 mois. Je crois qu'on a commencé en octobre. Voilà. Donc 2. Ok. On entend les filles jouer. Oui. Donc le premier livre qu'on avait commencé, donc on travaille avec Fantastic Book, une société française qui fait le pont entre les imprimeurs et les personnes qui veulent imprimer des livres comme nous. Donc le premier livre qu'on avait édité, c'est celui-là. Donc ce qui nous allait pas, c'était que le motif n'était pas centré. Donc vous voyez, il y a un écart. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il y a un écart en fait. Voilà. Tu veux que je les montre? Non, mais au pire, dans la post-prod, on rajoutera des photos pour montrer. Et effectivement, ce qu'on trouvait qui manquait, c'était que pour un livre, on voulait un livre premium. On veut quelque chose comment dire, Que vous puissiez garder en fait. voilà, et
mettre dans une bibliothèque, exposer quelque chose vraiment un beau livre, un beau livre. Ouais, on Parce voulait que vraiment un beau livre. parce qu'en en gros, comment ont été écrits les tricots universités, c'est en fait, là, on parle de 260 pages en A4. Donc c'est important hein, en A4. La plupart des livres tricot en fait sont pas du tout en A4. Donc en fait, quand vous avez 260 pages dans un livre tricot, c'est pas 260 pages comme ça en fait. Voilà. Je Et pense qu'en vrai format tricot, je pense qu'on peut facilement doubler, hein. je pense aussi. D'ailleurs, l'intermédiaire sera plus long. On le sait déjà on a mis en page les textes. Enfin, Mémé a mis en page les textes et il reste les photos et la relecture. Et je sais plus combien ça fait, mais peut-être on le mettra à la post-prod, combien la version intermédiaire, le niveau intermédiaire fait. Donc voilà, couverture souple, ça nous plaisait pas centré, mais sinon tout allait bien de ce côté-là, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre fusil d'épaule et on a demandé si c'était possible de faire une couverture solide. Donc on a fait tirer un BAT à nouveau, donc pour une couverture solide. Donc je fais un récapitulatif rapide, hein. Donc la couverture solide, pareil, donc ça nous plaît, couverture solide, c'est ce qu'on veut parce que ça donne vraiment cet effet premium. Vous voyez le livre, on a fait, ah oui, il y avait un peu de transparence sur les images dans la première version, donc on a fait épaissir le papier pour avoir le papier le plus premium possible. Vous voyez, hein, voilà. Donc beaucoup mieux au niveau du papier. Seulement problème, le papier gondole. Donc ça nous allait pas. Je sais pas si on le verra à l'écran. Couverture pas centrée et beaucoup je sais pas comment on peut dire, de bignes. Voilà, Ouais, quoi, beaucoup de coups. ça c'est le sud. Donc Beaucoup de coups voilà, sur donc la couverture. ça, Ouais. ça nous plaisait pas non plus. Donc ça veut dire en fait qu'il n'était pas assez protégé Voilà. pour le transport. Donc en gros, Tout ça, ça nous amène à quel mois déjà là? je sais pas, décembre, début décembre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs semaines, je sais plus, à la force, je n'arrive plus à compter, on a discuté, comme les couvertures sont jamais centrées, de changer, on a changé complètement en fait, JNL a redessiné les couvertures pour qu'il y ait, vous voyez, en fait, dans celui-là, forcément, dès que c'est pas symétrique parfaitement ou centré parfaitement, on le voit puisque c'est un carré qui est bordé en fait par un bord du fond. Donc c'est très visible le fait que ce soit pas centré. Donc on a essayé de contourner à demi le problème en faisant un motif plus, je dirais, floral, plus artistique, donc qui nous plaît d'ailleurs beaucoup plus. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ça, c'est la couverture, la nouvelle couverture. Pour corriger le problème des bignes, on a choisi l'option de rajouter 1 € supplémentaire pour l'emballage. Il y a un C'est problème? bon. Non, en fait, je vérifiais justement que tout était nickel. En D'accord. fait. Donc on a voilà, mais le problème du papier qui gondole n'est toujours pas résolu. Je trouve quand même qu'il est moins présent que sur la première version. Peut-être, mais ça gondole toujours. Donc voilà. Donc on a contacté Fantastic Book, en fait, qui nous avait auparavant proposé de passer par d'autres imprimeurs. Donc là, on passait par un imprimeur français et on avait la possibilité de passer par un imprimeur polonais et un imprimeur allemand. Donc on a choisi de faire cocorico et de repasser par l'imprimeur français, qui visiblement n'est toujours pas capable de centrer le motif, malgré le fait qu'on envoie un fichier qui apparemment est censé être parfait. En tout cas, nous, sur le fichier qu'on envoie, c'est parfait. C'est nickel. Donc j'ai fait, on va parler un peu chiffres. On a fait des simulations, puisque c'est un choix option. Donc je vais vous montrer. En fait, j'ai fait un document qui résume tout. S'il est froissé, c'est parce qu'Elisabeth est passée par là. Voilà. Donc le coût du livre à la production en choisissant français, il est de 17,17 € le livre, hein, pas l'impression, auquel il faut rajouter les frais de port. Donc ça, on arrive à 29,53 € par livre. Pour le polonais, l'éditeur polonais, on était à 16,15 € le livre, donc ça fait 28,50 € avec les frais de port. Vers la France, hein, je parle. Et on était sur un délai de 25 jours de BAT et 25 jours de production. C'est-à-dire qu'en fait, on doit tirer un BAT, un bon à tirer. Donc c'est un prototype. Voilà. C'est un BAT. Voilà. C'est avant que vous receviez, on vérifie. Donc là, on a 25 jours d'attente pour recevoir le BAT. Et si ça correspond, on a 25 jours. Donc et plus, j'ai noté plus 10 jours. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, j'ai noté 10 jours parce que, en fait, on a eu des problèmes de livraison pour ce BAT-là. Puisque j'entre pas dans les détails, mais en gros, on a passé 45 minutes au téléphone avec Chronopost, voilà. Chronopost, mais en fait, parce que bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que si j'entre là-dedans, on en a pour une demi-heure, c'est pas intéressant. Mais en gros, la stupidité du monde moderne. Donc voilà. Je pense que j'ai jamais autant ri quand tu m'as passé le téléphone et tu m'as dit.
il veut te parler à toi, mais Ouais, insupportable. Bah, oui, il a pas le choix, le pauvre monsieur, il a un script qu'il doit lire et il est bien obligé, ça c'est malheureux. Donc voilà. Donc polonais, donc ça serait l'éditeur polonais, ça serait l'imprimeur polonais, excusez-moi. Ça serait 50 jours d'attente et un total à 28,50 €. Et l'imprimeur allemand, ça veut pas, hein. L'imprimeur allemand, on est à 21 € le livre. Donc on était à 17,17 € et on est à 20 avec les Français. Et à 21,08 € avec l'Allemagne. Mais par contre, on a 14 jours de BAT, non pas 25, et 14 jours de production. Donc on descend à 28 jours au lieu de 50 pour arriver au livre. Donc en fait, et donc, au total, ça fait 33,44 €. Donc en fait, pour les Français, le livre serait à 29,53 € avec les frais de port. Pour les Polonais, ce serait à 28,50 €. Et pour l'Allemagne, ça serait à 33,44 €. Donc évidemment, on va pas, comment dire, on fait pas de marge sur ce livre, hein, évidemment, puisqu'on va pas vendre un livre à 50 €, ou à 45. Donc en fait, comme c'est pas une question d'argent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi la solution la plus évidente. En fait, on a fait tirer 2 BAT. Donc on a commandé 2 BAT, le BAT polonais, le BAT allemand, puisque français on a essayé, mais vous voyez, la couverture est toujours pas centrée. On montrera en post-production exactement pourquoi ce n'est pas centré à ce niveau-là. En fait, en fait, il y a un écart de là à ça, voilà. comme on a contourné le problème sur le motif, donc ce qui a demandé un week-end de travail complet pour redessiner complètement le motif. Comme on a changé le motif, on le voit pas puisque le motif n'est plus symétrique, hein. Mais par contre, comme en fait il y a quand même le titre et on est bien obligé de mettre un titre sur le livre, on voit quand même que c'est pas centré, donc ça nous plaît pas. Nous, on a envie d'un truc, peut-être qu'on est trop exigeant ou trop perfectionniste, mais on a envie de quelque chose de collector que vous pourrez garder sur des années. Et comment dire, De bien fait aussi. moi je pense, ça peut paraître un peu ridicule, mais moi je pense comment on appelle, aux encyclopédies. Oui. Et donc ce qu'on a voulu, c'est, toi, je pense que toi, ce que tu as voulu en termes de contenu, c'est faire une encyclopédie du tricot qui va de débutant, quelqu'un qui a jamais tenu Oui. les aiguilles, à Débutant éclairé, voilà. voilà, et puis intermédiaire, puis expert, donc vraiment expert, maîtrise des J'aime bien le calculs, etc. terme débutant éclairé. Il y a ce côté. Oui, c'est pas mal, oui. C'est comme le monarque, le monarque éclairé de Platon. Punaise, oui, bien vu. Ouais. Voilà, donc voilà le résumé sur le livre. J'ai été bien assez long, mais voilà, c'était en gros. Donc pour J'ai bien l'instant, aimé la petite rétrospective. oui, C'est chouette, hein. Ça pour permet de l'instant, voir comment ça a évolué tout ça. pour l'instant, on en est à commander 2 BAT pour voir. Donc voilà. Donc et on a refait la couverture, on a redemandé les fichiers pour 266 pages. Parce qu'en fait, il y avait en fait, c'est très difficile la communication, hein. Je vais quand même être honnête. On a un peu l'impression de. Ça, c'est un peu un problème qui est quand même récurrent du point de vue professionnel. C'est que c'est quand même la 4e fois qu'on demande un fichier adapté à 266 pages. Parce que le fichier de la couverture change selon le nombre de pages pour un même format A4. Et ça fait plusieurs fois qu'on leur demande de ne pas changer le fichier de la couverture. Et ça fait plusieurs fois qu'ils changent quand même le fichier de la couverture. Donc, on a un peu l'impression d'avoir une discussion de sourds avec Fantastic Book et l'imprimeur. Donc là, on fait une tentative avec un imprimeur allemand et un imprimeur polonais. Et puis si ça marche pas, je pense qu'on verra on trouvera une autre solution. Voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas que ça à faire non plus. On travaille sur la Tricot Université Oui, on n'est pas intermédiaire. on n'est pas à attendre les journées, à se tourner les pouces en attendant que les BAT arrivent, hein, On va dire, c'est pas le projet principal, c'est pas un de nos projets principaux. Le livre est un projet secondaire dans ce qu'on fait, mais c'est pas le cœur de notre métier, voilà quoi. Donc voilà, mais c'est très, on essuie les plâtres pour tenter de nouvelles choses. Voilà, comme ça j'ai conclu l'arc scénaristique du livre. C'était le Winter Arc. Ouais, temporairement, voilà, mais. Jusqu'au prochain BAT du coup. Est-ce que tu veux qu'on commence par montrer le châle, enfin le modèle cadeau qui est un châle C'est celui que je porte présentement. Donc le modèle Elodie. Le modèle Elodie. Alors, je vais le montrer de suite. Hop. J'essaie de faire attention à ne pas toucher le micro trop. Voilà. Alors, on est sur un très joli... Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Oui, je l'ai mis à l'envers, bravo. Alors, on est sur un très joli châle féroé avec une bande horizontale et verticale. Alors, bande verticale ici sur les côtés,
qu'on retrouve ici au milieu et qu'on retrouve ici sur l'autre côté, pour avoir vraiment quelque chose de bien symétrique. Donc on a un vrai châle type, enfin un vrai type féroé, on va dire une forme féroé, avec dentelle Shetland tout partout, avec insertion Shetland ici sur les côtés. Moi j'adore ces insertions-là, là. Ça s'appelle double échelle. C'est très joli, c'est toujours, ça apporte toujours un petit truc en plus, je trouve, au châle, en plus de la bordure, bien entendu. Et on a après un petit travail en losange, ici, qui est très joli également. Voilà. Voilà, et on a pareil, la même chose de l'autre côté, double échelle et insertion ici de ce côté. Donc on a vraiment un joli châle qui sera très agréable à porter pour les fêtes, mais aussi très agréable, en vrai, à n'importe quel moment, hein, vous pouvez le porter quand vous voulez. Moi, je l'ai fait faire en bleu électrique, celui-ci, pour casser le côté un peu qui pourrait être un petit peu trop traditionnel, et parce que j'aime bien le bleu, hein, voilà, faut Donc le dire. modèle tricoté par Anne-Sophie, Modèle tricoté par Anne-Sophie, membre de la guilde des triconautes. oui, et voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Très joli modèle en tout cas. Donc Et j'espère tu as dit la laine? Ah non, j'ai oublié, c'est de la Peer Gynt, tout simplement. Mais c'est de la Sandnesgarn, hein, Oui. forcément. Donc c'est voilà, oui, c'est ça, c'est de la Sandnesgarn. De la Peer Gynt Sandnesgarn, j'aime beaucoup. Elle se travaille très bien. J'aime beaucoup cette laine en fait, vraiment, hein, parce qu'elle se travaille très bien en pull, en accessoires, en bonnet, en châle. Je ne l'ai pas testé en chaussettes, mais je pense qu'en chaussettes, ça passera pas. Mais c'est une excellente laine qui est hyper polyvalente et qui vraiment, en plus, est assez accessible, je trouve, avec plein de couleurs différentes. Et elle est très agréable à porter parce qu'en plus, elle est très chaude. Et elle est vraiment chaude, hein. Là, je suis vraiment bien, hein. Je suis dans une petite robe un peu légère, là. Et, enfin, légère, on va dire pas très épaisse. Et ça me porte bien chaud. Donc vraiment... Donc modèle à retrouver au pied du sapin le 25. Donc là, quand le podcast va se publier, on ne saura pas encore le 25, donc il faudra être un peu patient. Mais donc voilà, Ça sera notre petit cadeau de cette année. Moi, je vais être honnête, j'adore cette couleur. Le bleu royal, là, Oui. bleu électrique. Enfin, Oui, c'est pas trop un bleu électrique, parce que le bleu électrique, c'est un peu plus fort. Moi, j'appelle mais ça un c'est bleu roi. Moi, j'appelle ça un bleu fiston. Voilà. Ah oui, c'est pas mal aussi. C'est un bleu plus clair que le bleu du costume, d'un costume bleu marine. Classique, ouais. Donc ça donne plus de dynamisme. Voilà, moi j'aime beaucoup, la couleur est très saturée. Et au niveau des motifs, c'est vrai qu'ils sont très jolis. Moi j'aime beaucoup les motifs qui composent le corps du châle. Lui là, Oui, le j'aime centre, beaucoup. le losange. Oui, là, Moi, j'aime bien, j'aime oui. bien cet aspect géométrique. Je trouve J'aime ça bien aussi. intéressant. Je crois pas qu'il ait de nom particulier, celui-là, ou en tout cas, s'il en a un, je ne le connais pas, mais c'est très difficile, hein, parce que les motifs Shetland, en général, n'ont pas de nom. Quelques-uns ont des noms, mais certains n'ont pas de nom du tout. Mhm. Donc, du coup, parfois, là, celui-ci, là, par exemple, n'a pas de nom. Donc, Mais le tricot, c'est quand même quelque chose, c'est quand même impressionnant à quel point c'est artisanal. Dans le sens où, oui, effectivement, la pratique du tricot, c'est de l'artisanat, oui. de l'art et de l'artisanat, chacun fera la partie, mais surtout la manière d'organiser, de structurer l'information en tricot, il y a quand même un effet un peu... Bricole. Moi, je dirais village gaulois, c'est-à-dire Village gaulois. chacun a sa terminologie pour je sais pas, les diagrammes ou les symboles. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, il n'y a rien qui est unifié. Dans un mail privé, je proposais la création d'une académie de tricot, comme il existe une académie française, Mhm. qui est une spécificité toute française. Il n'y a pas d'académie d'anglais, hein, donc du coup, par exemple. Donc du coup, c'est une langue qui est très, certains diraient organique, ça bouge beaucoup, mais il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. Enfin, il n'y a pas d'académie à proprement parler pour dire, voilà, on dit telle chose ou telle chose comme on peut l'avoir en français. Par exemple, comment c'est déjà le mot dièse, pour dire hashtag, au lieu de dire hashtag qui est un mot anglais, l'Académie française préconise l'utilisation du terme mot dièse, par exemple. Et il y en a plein d'autres, des mots comme ça, où en fait il vaut mieux dire comme ça. C'est comment c'est pas clavardé, c'est Bavardé. non, Chatter. c'est que
Je sais plus si clavarder, c'est un truc canadien. C'est québécois, C'est québécois, bien sûr. clavarder. Oui, oui. Donc, Ça remplace le mot chat. oui, c'est ça. Mais je crois qu'ils ont un autre terme encore pour le chat, ou sûrement messagerie instantanée, certainement. Donc, Mais c'est vrai que le tricot a cet aspect désorganisé, village gaulois, pas de centralisation en quelque sorte de l'information et pas d'uniformisation. Après, il y a le Craft Yarn Council, mais c'est pas mondial, c'est pas vraiment une entité. C'est connu, mais par exemple, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait, je posais la question dans le message que j'avais écrit, est-ce que l'académie de tricot, il faudrait prévoir une académie par pays, par exemple? Une académie de tricot par pays qui dit, bah voilà, par exemple, je sais pas, justement, en Angleterre, il y a la spécificité Shetland, et nous, on s'occupe de cette spécificité-là, ou est-ce qu'on crée une académie Shetland, tu vois? Ou, je sais pas... au Hambourg, est-ce qu'on crée une académie spéciale pour ça, ou est-ce qu'on crée juste l'académie russe? Ce que tu gagnes en organisation, très souvent, tu le perds en émulsion. Tu as vu le film Héros avec Jet Li? D'accord. C'est un film d'arts martiaux. Je sais pas en quelle année il est sorti. Il a dû sortir dans les années 2000, peut-être avant. Très beau film. Très, très beau film. Vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le film. Je ne vais pas spoiler l'histoire, je vais juste contextualiser. Ça se passe pendant la période d'unification de l'Empire de Chine. Donc à la base, la Chine, ce sont des contrées, enfin, ce sont des petits royaumes. Comme l'Italie, à un moment, ce n'était que des petits royaumes et l'Italie n'existait pas. La Roumanie. La Roumanie, enfin, comme beaucoup, voilà, comme la France, Comme plein de pays. Et en fait, un émissaire, un étranger, se présente aux portes du palais de l'empereur qui vient en gros, qui a terminé l'unification du pays. Et en fait, en prétendant, en réclamant le fait d'avoir éliminé de dangereux assassins qui étaient recherchés partout en Chine et qui avaient cherché à nuire à l'empereur, à attenter à sa vie ou à détruire son œuvre. Et en gros, cet étranger qui se présente aux portes du palais prétend avoir vaincu ces assassins. Et donc il est reçu pour une audience pour raconter l'histoire de comment il s'est débarrassé des voilà, assassins. C'est ça. Donc le film est magnifique. Vraiment, c'est un film magnifique. Et un des sujets... Quand tu dis magnifique, c'est les paysages qui sont beaux ou c'est vraiment le système d'histoire qui est les bien plans, le propos, les sujets abordés, les thématiques abordées, mais vraiment, les décors sont beaux, le palais est magnifique. Il y a vraiment c'est un film qui a beaucoup de théâtralité, énormément de théâtralité dans... Voilà. C'est un film historique, du coup? Oui, c'est une sorte de... Non, c'est pas vraiment un film historique, c'est un film, c'est une histoire inventée. Ah, d'accord, ok. Mais ça se passe effectivement dans un contexte historique. Et une des thématiques une des sous-thématiques de ce film est que ce qui est reproché à l'empereur, c'est qu'en unifiant, il appauvrit en fait la richesse de la Chine, la diversité de la Chine, parce que en régentant sous un seul, en fait, le propos est ce propos-là est centré sur le fait qu'en fait, il cherche à unifier la langue pour qu'il n'y ait qu'une seule langue chinoise et pas plusieurs dialectes. D'accord. Et en fait, pour n'avoir qu'une seule langue, il faut éliminer les autres. Oui. Donc il faut éliminer les autres alphabets, les autres dialectes, les autres mots. Et en fait, il y a tout un propos à un moment où on se rend compte qu'il y a trois lettres chinoises pour dire la même chose en fait. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, ça me fait vachement penser au tricot du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en choisissant qu'une, on appauvrit en fait. Mais si on n'en choisit pas qu'une, on ne peut pas unifier. Et c'est ça tout le problème quand je te dis ce que tu gagnes en organisation, tu le perds en émulsion en fait en réalité. Le truc le plus difficile, je pense, c'est aussi le passage anglais-français, par exemple. Par exemple,
le point de riz Mhm. est très compliqué en anglais parce qu'en fait, il y a le seed stitch et il y a le moss stitch. Et le problème, c'est qu'il y en a qui utilisent seed stitches, donc c'est le point de grain, littéralement. Il y a le point de grain et il y a le point de moss, je dirais une sorte de mousse, mais et voilà, donc déjà le moss qui devient mousse, et c'est point mousse, non, c'est pas point mousse en fait. Et ça peut être utilisé aussi bien pour du point de riz que du point de blé, qui est le double du point de riz en Mais fait. quand Donc, j'avais mis l'article sur le point de noisette, je crois qu'il y a 4 manières de tricoter le point de noisette, hein. ouais, voilà aussi. Ou le point de mur Mais aussi. Enfin, si on veut enrichir la discussion, ce qu'on peut rajouter au-delà de l'opposition émulsion, diversité, émulsion, créativité, slash organisation, c'est que on peut rajouter une autre aspérité dans la discussion qu'on a, c'est que oui, la diversité c'est beau, et l'émulsion c'est beau, et la créativité c'est beau, mais le problème c'est que plus tu as de diversité, plus tu as de complexité. Et donc à appréhender pour quelqu'un qui débute le tricot, c'est beaucoup ça plus peut être complexe beaucoup plus que compliqué. d'aborder un système unifié et simplifié. Et ça, D'ailleurs, le crochet est peut-être plus euh, codifié, je dirais, tu penses? que le Ah crochet, bah que le tricot. ça, on va le découvrir en 2025, hein. Donc, à voir sur la suite, mais j'ai l'impression, pour l'instant, que quand tu parles de bride, bah, c'est une bride et c'est pas autre chose. Pour l'instant, on va voir si. Parce que le problème, c'est que un domaine, une thématique, un registre, comme un dieu, doit avoir des fidèles pour survivre. Oui. S'il y a Et plus doit de être utilisé. S'il y a plus d'adeptes, le dieu meurt, disparaît, tu vois. Et c'est pareil pour une thématique ou une pratique, etc. Et donc, en fait, si un domaine est trop complexe à appréhender, parce qu'il est trop diversifié, pas codifié, pas unifié, et quand on pose une question, en fait, il y a 4 réponses différentes, finalement, il y a une diminution des gens qui adoptent ce modèle. Et donc, ce modèle disparaît, en fait, et surtout dans l'époque où on vit, où on est dans une époque de la quantité, et donc on est dans une époque de la simplification, en fait. Oui. D'ailleurs, tu le vois dans le design, tu vois dans plein de registres qu'il y a une simplification. Appareil informatique, ultra simplifié, Très simplifié. pour ne jamais comprendre la partie arrière de ce qui se mécanique. passe derrière. Tu n'as jamais la dimension mécanique d'un appareil technologique. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule forme d'ordinateur transparent. C'était les Mac dans les années, je ne sais pas si tu te souviens, dans Oui. les années 90, 2000 certainement. C'était des bulles un peu, c'est des Oui, Mac je et vois, tu je voyais vois, en ouais. fait c'était de couleur et ça a fait qu'une fois. Et je pense que je sais pas si ça a eu plus de succès que ça en fait. Il faudrait regarder, mais je sais pas si ça a eu plus Récemment, de tu succès. as eu un téléphone, je sais plus comment il s'appelle. Je me demande s'il s'appelle pas le No Phone, mais ça là, je joue ma mémoire, donc peut-être que certaines triconautes me corrigeront dans les commentaires, mais c'est un téléphone où tu voyais la transparence et ça se voulait être une alternative un peu éco-responsable et aussi en termes de données privées. Parce que en fait tu pouvais remplacer les pièces, à la différence qu'un iPhone ça me dit quelque chose, oui. Les indices de réparabilité, je sais pas si ça se dit, oui, je crois. Si, c'est ça. Les indices de réparabilité des téléphones sont assez bas. Il y a des index qui sont aujourd'hui, tu sais si c'est facile ou pas. Et ce téléphone se voulait quand même éco-responsable dans le sens où tu vas pas changer de téléphone parce que tu as cassé une pièce. Tu peux le réparer facilement en changeant juste une pièce, etc. Et en fait, je crois que ce téléphone était complètement transparent et on voyait le mécanisme. Mais je suis pas sûr que ça ait fonctionné honnêtement. Bah, ça m'étonnerait pas. Hein. Quand il y a ce côté un peu trop técos, après, en général, ça marche pas trop. Donc, mais c'est vrai ça attire un type de personne, mais pas... Mais en fait, c'est vrai que... moi, c'est une thématique sur laquelle je réfléchis souvent. C'est qu'en fait, le monde dans lequel on est aujourd'hui, bien ou mal, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je veux dire, je suis désolé, mais il y a quand même une réalité, c'est que tu as une console de salon, maintenant tu mets même plus la disquette, mais c'est vrai. tu lances le jeu, tu appuies sur un bouton, le jeu, tu joues. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, pour installer un jeu sur PC, c'était la croix et la bannière, hein, en fait. Tu avais l'impression que tu installais un jeu, je me souviens Warcraft 3, j'avais installé Warcraft 3, je partais en expédition pour installer Warcraft 3. Le jeu, c'était installer le jeu. Le jeu, c'était d'installer le jeu. Tu vois, il n'y avait pas une certitude que ça allait s'installer. Donc, ça a ses avantages. Et puis aussi, les inconvénients, c'est que c'est vrai que tu perds, je dirais, en matière, en relief, en aspérité. Et c'est quand même triste, hein. C'est un monde qui est quand même très gris.
j'allais dire aseptisé, Ouais, c'est peut-être un peu ouais, dur, ouais. mais Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Les jeux sont moins intéressants. Moi, tu me posais la question il y a pas longtemps pourquoi je jouais moins. Parce que les jeux sont moins intéressants. Les jeux sont plus beaux, plus accessibles, etc. Mais beaucoup moins, je sais pas, beaucoup moins intéressant. Il y a un côté aseptisé. Bon, après, il y a une crise en ce moment dans le jeu vidéo, il y a une crise par rapport aux développeurs. mmh. Euh, mais quand même, tu vois, c'est moins. Je sais pas. Moins, au moins, il y a moins de tentatives d'innovation qu'avant, en fait. Oui, parce que les enjeux, comme les budgets sont plus gros, sont de plus en plus gros, Les enjeux sont les beaucoup enjeux plus importants. sont plus risqués. Donc ça, on en avait déjà parlé. Mmh. Tu vas trouver plus d'innovation dans les petits jeux développés par 1 à 10 personnes, ce qu'on Oui. appelle les jeux indépendants, parce qu'il y a moins de budget, donc la prise de risque est moins grande en fait. Ouais, ça me fait penser aux commentaires de Blandine, justement, je trouve. Mm. Est-ce que ça peut faire une bonne transition avec notre vidéo Bergère de France? Oui, bien sûr, on peut en parler. Je vais lire le commentaire de Donc, pour Blandine. contextualiser, tu as sorti une vidéo une tier list, Un classement. mon classement personnel d'Hélène Bergère de France, Mhm. qui a, je dirais, divisé. Oui. J'essaie de contextualiser avant que tu poses le commentaire. Vas-y, je le Je dirais cherche. il y a deux camps. Il y a les camps des personnes, enfin des camps déjà. Il y a les personnes qui étaient plutôt de ton avis. Mhm. Donc, ils trouvaient qu'il y avait, c'était dommage, trop de laine acrylique, prix trop élevé par rapport à la matière. Euh, il y avait les personnes qui se sont mis dans une position, je soutiens Bergère de France, comme si Bergère de France était attaqué. Et d'ailleurs, C'est pas le cas, hein, c'était pas le cas parce que je le dis plusieurs fois dans la vidéo que ça me rend triste en fait. bah, moi je l'ai monté la vidéo, donc je sais ce qu'il en est. Je veux dire, d'abord tu dis que c'est que ton avis personnel, Mhm. c'est le principe des tier lists que tu fais. Je crois que même le titre de la vidéo c'est mon top, c'est pas le top ou la vérité absolue déjà. Et puis moi ce que je dirais sur ce genre de commentaires, je soutiens Bergère de France en majuscule. Je comprends, hein, je critique pas, mais ce que je dirais c'est que euh, ça crée un clivage, ce genre de commentaire Ça crée crée un une clivage parce que tension. Bergère de France n'est pas attaquée dans cette vidéo. Ça crée une tension alors qu'il y a Tu pas vois? il y a pas de problème en fait. Moi, j'ai pas de problème avec Bergère de France. Je disais juste ce que je ressentais en fait. Mm. Je disais juste, voilà, ça me rend triste, ça, moi, j'aime pas ça, et j'explique pourquoi. Et comment dire, Mais je pense que c'est parce qu'il y a un affect, et ça je le comprends, mais je pense qu'on l'a pas du tout pris mal, tu vois, que des personnes soient dans cette position-là. Mais je non. dirais que ce qui est intéressant, ce que je trouve qui est pertinent à relever, si on Mhm. veut un peu apporter un peu d'intelligence là-dedans, c'est que quand tu te mets tu écris ce genre de commentaires, Mhm. je pense que c'est une erreur de faire ça parce que tu crées un conflit qui n'existe pas. Puisque tu te mets dans une position défensive, tu crées un camp en fait, mais il n'y a pas de camp en fait. C'est juste, toi tu as été. C'est comme ce dont on discutait hier soir. Tu dis, tu montes la mayonnaise, tu dis. Oui, ça. Tu crées le conflit possible parce qu'au final, nous, on pourrait se baraquer par exemple et supprimer les commentaires parce qu'on n'a pas du tout envie, hein, je veux dire, c'est pas du tout le cas. Mhm. Mais si tu crées un camp, en fait, tu donnes la possibilité à l'autre, donc nous, d'avoir une mauvaise réaction, alors qu'en fait, là n'est pas le sujet, en fait. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont commenté, qui n'étaient pas d'accord avec toi, mais par contre, qui ont eu un avis non pas émotionnel purement, mais aussi constructif. Mhm. C'est-à-dire, dans le sens d'apporter des arguments, et tu vois, on n'a pas du tout censuré, il n'y a pas de problème. Non, Et on n'a rien on est pas là censuré du pour tout. ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce genre Position et de position, clivante et a tendance à attiser un feu qui en fait il n'y a pas de feu, en il n'y a fait. pas besoin d'exister en fait. Je comprends pas. Quand tu m'as dit qu'il y avait ce genre de commentaires, j'étais un peu perplexe parce que je disais il y avait pas de problème en fait. Donc je comprends pas trop pourquoi il y a eu des va en guerre hein, parce que c'est un peu ce truc-là de brandir un drapeau en Oui, disant parce que en plus, il y a un effet négatif j'ai qui pas est trop que compris en fait. je vais le dire parce que je pense que c'est important de le dire, de communiquer aussi de notre point de vue en tant que créateur. C'est que
il y a une fonction que moi, j'aime pas du tout sur les réseaux sociaux, même sur Discord. C'est la possibilité d'ajouter un emoji ou d'ajouter un pouce de validation au commentaire pour le valider. Et en fait, quand c'est un commentaire qui, en gros, se positionne contre le créateur et qu'il y a des gens qui viennent valider ce positionnement contre alors qu'il n'y a rien, en fait, ça crée un espèce d'effet Conflictuel, en fait. conflictuel, mais tu sais, de gens qui se liguent. Mais en fait, c'est tout le truc du réseau, en fait. Oui. Le réseau, il est là, il se régale parce qu'en gros, il y a de l'interaction, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, si je fais quelque chose de simple. Et ils adorent ça, quoi. Mais pour moi, ce genre de commentaires, ce qui est dommage, c'est que ça n'apporte rien à la discussion. Les commentaires qui sont juste dans ce truc-là, en fait, dans ce côté fan d'un truc ou fan d'un autre, moi, ça me fait penser... C'est juste pour moi, j'ai juste vu ça au final comme des personnes qui ont réagi de manière très... épidermique. Épidermique, virale, j'allais dire... comment dire j'avais le terme, je l'ai perdu, c'est pas grave. Vraiment, c'était... Oui, je vois, au niveau du ventre. Ouais, voilà. J'ai plus le terme, mais c'était... avec les tripes, viscéral, en gros. voilà. Voilà. C'était ce côté viscéral, vraiment. Et en fait, j'en veux pas à ces personnes parce qu'en fait, c'est juste des personnes qui ont besoin... comme je le dis souvent, mais il y a des personnes, même quand elles sont des personnes comme ça, ou des personnes qui sont très en colère et qui vont en fait s'énerver pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en fait, c'est ce besoin, en fait, de sortir le truc. Il faut que je sorte ça, c'est négatif, c'est waouh, il faut que je le dégage de moi. Et vraiment, il y a vraiment ce côté de... Ouais. Voilà, comme je dis, prends mon truc. Encore une fois, je soutiens mieux, Bergère de France. Encore faut-il que Bergère de France soit attaqué, ce qui n'est pas le cas. On n'a aucun intérêt. On ne vend pas de laine. On n'est pas concurrent de Bergère de France. Et si un jour on faisait de la laine, on ferait plus de. Si un jour on faisait de la laine, on ferait plus de top de laine parce qu'on serait biaisé, voilà quoi. Oui. Tu vois. Mais on n'a pas d'intérêt marchand à détruire telle ou telle marque. Non, tu donnes ton avis en fait. On reçoit pas les laines. Enfin, c'est des tests que moi j'ai fait avec des laines que moi j'ai testées, donc voilà. Et par contre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui ont des arguments aussi. Ah oui, ça, voilà, sûr, quoi. Par exemple, tu vois, c'est important d'être honnête et de ne pas... toute personne qui n'est pas d'accord avec toi n'est pas forcément une personne négative ou un troll ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas le propos. C'est plutôt l'idée était d'apporter une réflexion sur le fait que se mettre en position de soutien d'une marque en ayant ce mono-message n'apporte rien à la discussion puisque il n'y a pas lieu de soutenir puisqu'il n'y a pas d'attaque en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et quand on se met en position de soutien, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer un conflit qui n'existe pas en créant des parties. Et si tu crées un conflit qui n'existe pas, ben les gens en face peuvent se retrouver dans une position réflexive qui consiste à tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser à la zizanie. Tu vois cette BD d'Astérix où tu as une sorte de Romain qui est envoyé chez les Gaulois. Il est un peu, comment dire, il est mesquin. Il les monte les uns contre les autres. Et en fait, il amène plein de conflits en montant en épingle des trucs qui n'ont pas de date. Genre, il balance des petits machins et ça crée des mini-conflits. Et puis après, il envenime ces mini-conflits. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Dans les arguments qui t'ont été donnés, par exemple, contre, il y avait le fait que tu ne parlais pas des laines Mérino de Bergère de France. Oui. Tu as une raison à ça ou pas? Je les ai pas testés. Parce que tu les as pas testés. Tout simplement. Okay. Donc en fait, je parle pas de quelque chose que j'ai pas testé. Donc j'ai certainement qu'elles sont très bien, mais je les ai pas testées. Donc j'ai pas eu l'occasion. Donc c'est. Okay. En fait, quand je parle pas d'une laine, en général, c'est soit que je l'ai pas testée, soit que je l'ai oubliée. Ça peut arriver aussi. Mais là, celle-là, je les ai pas testées. Par exemple, il y avait une vidéo sur Drops où on me disait « Ouais, t'as pas parlé de la Nord ?» Je l'ai oublié, en fait, tout simplement. Il y avait plein de laine et puis j'ai pas pensé à la Nord, en fait. Après, évidemment, tu peux pas tester, tu peux pas avoir testé toutes les laines, sachant qu'il y a... il y en a plein. Voilà. Je suis pas Dieu tout-puissant. Mais c'est normal après, parce que nous, on le voit depuis... D'ailleurs, on a déjà parlé dans d'autres podcasts avant de sortir la tier list sur Bergère de France. C'est une laine qui a beaucoup une marque de laine qui a... Nous, on le voit dans les commentaires, qui a beaucoup comment dire, elle a un très gros passif. Voilà, mais affectif. Un passif affectif. Oui. C'est-à-dire, il y a une très grosse histoire. Je pense que les gens les plus fans sont chez Bergère de France. J'ai l'impression.
Moi, j'ai jamais. Si, une fois, par rapport à ton article sur Fil d'Art, tu avais une mercerie qui t'avait écrit à demi Ouais, dans la menace, c'était très en colère, ceux-là en aussi. mode tu vas me payer pour que je te protège, tu vois, la mafia. Non, mais c'était un commentaire. Pareil, Je sais plus commentaire sur cet article. Pas intelligent, je suis désolé de le dire, hein, mais pas intelligent, parce que création d'un conflit qui n'existe pas, en pinaillant sur le fait. En fait, c'est parce que tu disais, en gros, qu'il y avait une réduction, voire peut-être qui conduirait à une disparition des points de vente physique. Derrière, l'information, elle est baquée. Il y a une réduction des points de vente physique de fil d'art. That's a fact. Elle a entamé Une numérisation de leur une système de digitalisation. vente. Ouais, voilà. Digitalisation. Elle a entamé une digitalisation. La marque a entamé sa transformation digitale. C'est pas nous qui l'inventons, c'est factuel. On peut le trouver sur son site. Ça a été traité dans des articles de presse aussi. Voilà. Donc voilà. Mais Et puis même ça se voit aussi. mais tu vois, sur cet arc-là, tu peux venir commenter et dire je ne suis pas d'accord et tout, mais écrire une demi-menace bizarre, un peu émotionnelle, un peu négative, un peu toxique, Ouais, j'allais dire toxique. ça donne pas envie de dialoguer en fait, ça donne juste envie, voilà quoi. De- Donc voilà, ce que je veux dire, ce que j'essayais de dire. Mais je propose qu'on, Lise le commentaire de ouais, Blandine que j'ai voilà, retrouvé. qu'on aille sur de le. Alors, Je reprécise quand même pour être vraiment clair, l'idée n'est pas de dire que toute personne qui n'est pas d'accord avec nous, enfin surtout avec toi, parce que moi j'ai pas d'avis sur Barreau de France, j'en ai pas de côté, mais toute personne qui n'est pas d'accord avec Janelle a forcément tort ou est quelqu'un de toxique ou quoi. c'est pas C'est du pas tout ce qu'on ça. essaie de dire. C'est la manière de le dire et c'est l'angle choisi. Voilà. Et l'angle choisi peut faire que ça crée des camps là où il ne devrait pas avoir de camp. Voilà. Alors, du coup, message de Mais Blandine. Julien Chiez a le même problème, par exemple, quand il fait une news sur PlayStation. Donc PlayStation, pour les personnes qui Julien ne Chies, jouent. c'est qui? Ah, Julien Chiez, Ah, c'est le plus gros créateur de contenu slash influenceur en jeu vidéo, en actualité du jeu vidéo. C'est très précis, c'est pas Oui, jeu vidéo, c'est pas les actualité. tests de jeux Voilà. vidéo, c'est actualité du jeu Il vidéo. fait des tests, mais c'est pas le cœur de son métier. Le cœur de son métier, c'est de retranscrire l'actualité du jeu vidéo. Il a 800 000 abonnés. Et en fait, quand il publie des contenus sur PlayStation, on lui dit que c'est un vendu à PlayStation. Et quand il publie des contenus sur Xbox, on lui dit que c'est un vendu à Xbox. Et puis quand il publie des contenus sur Ubisoft, c'est un vendu d'Ubisoft. Et Voilà. puis, Et en fait, voilà, donc tout le monde en a des commentaires comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que on fait quand même pas autant de vues que lui, donc comment dire, le peu de gens qui regardent nos vidéos, c'est bien je trouve, d'essayer d'amener de l'argument, voilà quoi, du dialogue, du dialogue plus que des positions de camp, voilà. Alors là, du coup, le message de Blandine 1666, je rapproche un petit peu parce que j'ai de mauvais yeux. Alors bonjour JNL, je pense que c'est compliqué pour Bergère de France et compagnie. Les clients, je les vois, je suis vendeuse dans un magasin physique qui vend de la laine, Katia et DMC. Le nombre de fois où le service marketing de mon groupe décide de mettre en valeur une nouveauté 100% fibre naturelle et que c'est un échec en vente, c'est hallucinant. Personnellement, ça me fait mal au cœur à chaque fois. J'ai eu des débats avec les clientes à ce sujet. Tu as les clientes qui refusent de payer 5, 6 ou 7 euros pour une pelote de Mérino d'Arles 100% français ou 100% laine bio avec un bon label. Elles me le disent, hors de question d'acheter ça quand tu as un paquet de 10 pelotes 100% acrylique à 16 euros. Quand elles font le calcul, 50 euros pour un pull, c'est déjà trop. Puis tu as celles qui font uniquement pour les bébés, c'est non aussi d'acheter de la 100% bébé Mérino parce que le bébé ne va pas le porter longtemps, c'est trop cher pour le peu de temps. Pour les chefs, si la nouveauté ne marche pas sur une saison, entre guillemets 6 mois, la belle qualité de laine part en promotion et ne revient jamais. J'en profite, mais c'est triste. Donc il y a une majorité d'acrylique, car c'est ce que préfèrent les clients. Mais paradoxalement, sur le net et dans les salons, les laines de teinturiers et teinturières, les clients sont là, moi la première. Il y a quelques années, Bergère de France avait fait un partenariat avec une teinturière indépendante canadienne, de beaux écheveaux, belle qualité, auto-rayante, résultat, échec complet à part quelques coloris, ils ont bradé pour écouler le stock. Il y a un fossé entre les deux groupes qui composent le monde du tricot et ceux qui tricotent uniquement des laines de... pardon. Je crois que... il y a un fossé entre les deux groupes qui composent le monde du tricot. Et ceux qui tricotent uniquement des laines de teinturiers et teinturières ne vont presque jamais voir et soutenir les innovations, les tentatives de ces industriels de proposer une meilleure qualité. L'autre monde refuse catégoriquement, lui, d'entendre les arguments d'environnement, pollution de l'eau avec le polyester, acrylique à chaque fois que le pull est lavé, et refuse de payer plus de 3 euros une pelote. Je ne vois pas comment, par exemple, Bergère de France peut arriver à évoluer avec ce monde du tricot. À dimanche pour le podcast.
Alors, je me permets juste de faire un petit aparté. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où vous regarderez le podcast, il y aura une vidéo qui sera sortie mercredi sur l'acrylique, sur la chaîne principale, Mmh mh. une vidéo de fond avec des sources Oui. sur, On les a mises les sources? J'ai oublié. je crois, oui. Enfin, OK. pas, elles sont à l'écran, mais elles sont pas dans la description, mais elles sont à l'écran, je veux dire. Oui, mais il y a des, enfin voilà, c'est baqué, il y a des j'avais mis des schémas et tout, je me Moi, il me souviens semble, hein, donc ouais, ouais. je Je me l'ai souviens monté il y parce a un que petit j'ai moment, vu mais en gros, voilà. moi j'ai revu la vidéo récemment et il y Oui. avait des photos et tout, donc c'était Donc voilà, c'est assez phénomène baqué quand même. intéressant. C'est un commentaire assez intéressant. Moi, ce que j'en retiens, c'est, il y a 2 idées, je trouve, principales. La première, c'est qu'il y a 2 mondes du tricot. Il y a Mmh. 2 types de consommateurs. Et en fait, Heu, on revient toujours sur le yarn snob versus, «yarn snob» entre guillemets mmh, versus non yarn snob parce que est-ce que les personnes qui du coup achètent de l'acrylique sont considérées comme, qui n'achètent pas d'acrylique et refusent d'acheter de l'acrylique pour toutes les raisons précédemment citées, sont considérées comme des yarn snobs par celles et ceux qui achètent de l'acrylique? Je sais pas. Mais, moi vraiment il y a vas-y. non, non, je t'en prie, vas-y. Moi je trouve ça assez il y a toujours ce côté quand même où il y a ce côté vraiment dualité. Mmh. Ceux qui sont prêts entre guillemets à acheter de la laine, on va dire, un peu plus cher, mais qui va être naturelle et vont avoir du coup l'assurance d'acheter une laine qui est naturelle, qui va être plus durable, plus meilleure pour leur corps, meilleure pour leur peau, enfin plein de choses. Et celles et ceux qui en fait tricotent, l'acrylique sans voir ou sans vouloir voir du coup les problèmes de celle-ci. T'en penses quoi toi? Il y a les mêmes problèmes, en prêt-à-porter, hein. Ah ouais? Bah, bien sûr, évidemment. Parce que j'ai vu récemment qu'il y avait une personne qui parlait de l'acrylique de qualité, Ouais. enfin Ah mais regarde, des vêtements il y a des gens polyester de il y a des qualité. gens qui achètent des vêtements, sur Shein, Temu, Oui, c'est vrai. des marques, Oui, les marques chinoises là, voilà, donc et puis il y a des gens qui, Alibaba. et il y a des gens qui achètent des marques plus naturelles. Moi, ce que je peux te dire, en vêtements prêt-à-porter, je parle en prêt-à-porter, je précise. Moi, je peux te dire que j'ai testé tout. Enfin, pas, j'ai pas testé, ça veut rien dire. J'ai testé une gamme assez large de qualité sur des vêtements différents, que ce soit des chaussettes, que ce soit des chemises, que Les ce soit chaussettes, je pense des, que c'était le plus flagrant, hein. voilà, que ce soit des pulls, etc. Ce que je peux te dire, c'est que tous les pulls que j'ai achetés qui étaient bas de gamme, Mmh. donc bas de gamme, c'est 20 euros, 30 euros, en prêt-à-porter 40 euros, tu vois. Ça va quand même beaucoup plus cher, hein, les vêtements hommes, hein, je trouve, Oui, en oui, général. je pense que c'est plus cher, ouais. C'est, parce que je crois qu'en vêtements femmes, Ouais. un pull, c'est pas 20 Tous euros ces enfin, vêtements-là n'ont jamais tenu plus d'une saison. ça Euh, baillait, Ça baillait, ça ça se avait, tenait pas. voilà, ça se tenait pas, etc. Ça boulochait. Non, mais C'est pas que ça ça boulochait, c'est peluche que un peu, c'est pas que ça peluche. Non, mais c'est pas que ça peluche, c'est que ça. Comment expliquer ça? Euh, le toucher mmh, était désagréable, très désagréable, tu vois. Et tous les vêtements que j'ai achetés en fibre naturelle, notamment laine, notamment les cols roulés, tout ça, bah, les cols roulés, là, ça fait 3 ans que je les ai. oui, il bouge Voilà. pas, Ça oui. fait 3 ans, ils n'ont pas bougé. On le voit sur Mais un des attends, c'est des podcasts. Uniqlo, non? Non, c'est des Suite Supply. C'est du Sud Supply? Oui. Et c'est majoritairement en laine naturelle. Mmh. J'avais zappé. Maintenant, moi, la discussion voilà, pour moi, dans ce message de Blandine qui est très intéressant, il y a deux choses. On Moi, peut être j'apprécie en alors, plus le fait qu'elles disent, il y a ce côté, j'apprécie le côté d'où tu parles camarade. mm, Voilà, je suis vendeuse en physique, mm, je sais de quoi je parle, je suis, du coup, je sais comment fonctionnent entre guillemets heu, les logiques marketing, mm, de différents groupes qui sont peut-être pas Bergère de France, mais qui fonctionnent du coup on suppose de la même façon. Parce que DMC, voilà, DMC, tout ça, c'est mm, similaire. Donc c'est peut-être moins gros, mais c'est similaire. En tout cas, peut-être moins connu, je sais pas trop. En vrai, sur le classement, je sais pas trop où les mm, mettre, mais on va dire que c'est des gros groupes quand même. Moi, je trouve ça super intéressant qu'il y ait ce côté test sur 6 mois, et en fait, au bout de 6 mois, bah, ça devient de la fast fashion, en mm. fait. Ouais. Je sais pas si tu remarques, mais en fait, c'est 6 mois, c'est à peu près le même, je dirais pas la même durée de vie qu'un H&M, c'est peut-être pire encore, tu vois, mais on est à peu près sur le même système de fast fashion, c'est-à-dire on teste, si ça marche pas, ça Après, dégage et on ressort une autre gamme, après, tu tu vois. peux pas demander aux marques d'avoir des politiques déficitaires Ah non, bien sur sûr que voilà, non, c'est pas possible. c'est pas possible, Il y a une mais logique économique, voilà, c'est normal aussi. Je veux dire,
On a la Mais marque. imagine, pousse le truc encore plus loin. Imagine si en fait, justement pour éviter le déficit, les marques vont être obligées de plus en plus de tester en fait sur des courtes périodes les laines pour en fait bah, perdre le moins d'argent possible Moi, je pense surtout qu'elles vont plus rien tester. ou plus rien tester. Bah oui, parce que si chaque fois. Je veux dire, on a les marques qu'on mérite aussi. Oui. Je veux dire, c'est aussi ça qu'il faut dire la logique. Maintenant, la question je dirais qu'il y a deux. Dans le message, d'abord, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a deux camps. Mhm. Donc des personnes qui vont vraiment sur des laines de teinturière, donc des laines quand même avec des prix plus élevés que les laines naturelles des marques. En général, laine de teinturière, on est plus sur du 20 jusqu'à parfois 30 euros les chevaux. Voilà. 20-30 euros les chevaux, c'est Et il y pas a les très- personnes qui, en gros, restent sur l'acrylique pour une question de moyens financiers Mhm. ou de choix aussi. Il n'y a peut-être pas que une question de moyens financiers. Je veux dire, tu peux ne pas avoir physiquement l'argent pour acheter des laines plus élevées. Il y a ces possibilités-là. Mhm. Mais il y a aussi la possibilité que tu aies une décision, que tu décides de manière discrétionnaire de ne pas allouer plus que de l'acrylique en budget laine aussi. Tu vois, c'est possible. Je veux dire, il y a les deux possibilités. Les deux existent. Mais l'argument qui est toujours donné par les personnes qui tricotent de l'acrylique, que je vois dans les commentaires, c'est tout le monde ne veut pas. Tout le monde ne peut. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas. Ça existe aussi. Tout le monde ne peut pas payer une laine naturelle. Donc moi, ce que je trouverais intéressant de faire, c'est parce que pour ramener de la raison dans cette discussion, c'est de dire, voilà, combien c'est. Donc, il faut, mettons, une dizaine de pelotes pour faire un pull, à peu près, en moyenne. D'accord? Ouais, on va dire, ouais. C'est une moyenne. Pelote 50 grammes. Voilà. Voilà, Combien coûte une pelote, la moins chère des pelotes d'acrylique? Combien elle coûte? Alors, on va prendre la pelote Action. Je pense, il me semble, qu'elle coûte la Royale. Je dirais que la Royale, si mes souvenirs sont bons, coûte 1 euro. 1 euro, on va dire. Je sais plus si c'est 1,20 € ou 1,10 €. Donc, on va dire 1 euro pour être très conservateur. Donc, faire un pull dans des matières plastiques, on est d'accord, c'est pour dire les termes, pour vraiment qu'on soit factuel et pas dans le jugement de qui que ce soit. Un pull en acrylique, avec l'acrylique la moins chère, coûte 10 € et c'est un pull en plastique. On est d'accord? C'est du polyester, polyamide. C'est du plastique. C'est du plastique, oui. Ok. Donc, un pull en plastique coûte 10 €. Ouais. Ok. Combien coûte la laine naturelle la moins chère qu'on puisse trouver sur le marché? La moins chère. C'est-à-dire, j'ai pas d'argent, je veux tricoter en laine naturelle. À combien je peux toucher la pelote? Tu veux vraiment être vraiment factuel? On est factuel. Tu sais quoi, regarde, on va même regarder vraiment le prix de la Royale. Déjà, je pense que le premier truc, c'est mesurer la différence économique entre les deux. Ensuite, moi, j'aimerais amener un deuxième raisonnement. Royale Action, comme flûte, laine. Parce que la question est de savoir, est-ce que le tricot est un divertissement, un hobby cher? Et pour le déterminer, il faut le déterminer par rapport à autre chose. Parce que cher, ça veut rien dire. C'est cher, ça dépend du porte-monnaie de chacun, en fait. Moi, si je veux acheter une Lamborghini, pour moi, une Lamborghini, c'est cher. Voilà. Non, mais tu vois, il y a des gens pour qui une Lamborghini, c'est une Lamborghini tous les matins avant le petit déjeuner. Voilà, quoi. Ouais, peut-être pas, mais... Elon Musk, tu crois qu'il n'est pas capable d'acheter une Lamborghini tous les matins? Oh, si, lui, oui. Il peut même en acheter deux. Hein. Royale. C'est Ziman, c'est pas Action. Ok, donc Ziman. Donc... Alors, la Royale, elle est à 1,29. Tu vois, j'ai hésité, mais elle est à 1,29 là sur leur site officiel. 1,29 x 10. Ça fait un échantillon, c'est très important. Échantillon 18 mailles, 28 rangs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va chercher une laine similaire avec le même échantillon. Comme ça, en fait, on se dit, ok, on part sur le même, vraiment le même niveau. Voilà. Alors, voyons, 18 mailles, 28 rangs, poids 100 grammes. Ok, ça se tricote en 4-5. Ouais, on va dire, pour être large, ouais, voilà, 100% acrylique. 100% acrylique, on posait la question. Je dirais... Là, comme ça, à froid, je dirais pour un pull basique comme ça, je dirais peut-être 8 pelotes. Voilà. 8 pelotes. 8 fois 1,29. Ouais. Tu peux faire l'addition, s'il te plaît? Oui, parce que pas à 10, je sais, mais... Si cool. 8 fois 1,29, ça fait 10,32 €. Voilà. Donc, le pull est à 10,32 €. Ouais. Ok. Est-ce qu'on compte le déplacement à l'essence?
le potentiel péage. T'as la discrétion de chacun. Ok. Ok. Alors, voyons. On va prendre 10,32 €. on va prendre chez Madeleine, mais je crois pas qu'ils aient. On va prendre chez Madeleine, voilà, parce que c'est chez eux que je vais le plus. Alors, on va prendre du coup Je note. une laine 18 mailles. J'ai dit 18 mailles, c'est ça? Ah, je sais plus l'échantillon. 18 mailles, je crois, j'ai dit. Alors, voyons. Prenons celle-là, là. Je vérifie l'échantillon. Voilà, là j'ai 20 mailles, un échantillon de 20 mailles, à peu près similaire. Ok. La laine, c'est la Sandnesgarn c'est la double Sunday de Sandnesgarn. Ok. La encore moins chère, c'est la Peer Gynt de Sandnesgarn qui est à 3,84 la pelote. D'accord. Donc 3,84. Et c'est la moins chère que je vois là. Et c'est de la laine naturelle? Ah, c'est de la laine norvégienne naturelle. Donc c'est de la laine naturelle. Oui. Est-ce qu'il y a il y a une raison pour laquelle on n'achèterait pas cette laine? Mais il y en a qui te diraient c'est 3 fois plus cher. Non, mais à part le budget, je parle. On est d'accord? C'est ça? Non, c'est de la 100% laine norvégienne. Ok. Elle est extrêmement Donc, bien. Dis-moi le. L'échantillon n'est pas tout à fait le même. Donc- Celle-là, c'est 22 mailles. Mais bon, on va dire que c'est Dis-moi le similaire. prix. Pardon, 3,84 €. Ok. 3,84. Combien de pelotes? 8 aussi ou 10? Pour une taille équivalente. C'est à 50 grammes, donc du coup, il t'en faudrait peut-être un peu plus, parce que la On est dans les royale, chiffres, hein, c'est Ce 100 podcast, on est grammes. vraiment dans les calculs, hein, entre le livre et là. La royale, elle fait combien de mètres? Je l'ai pas gardé. Laine royale Ziman. Voilà. Elle fait combien de mètres? Elle fait 241 mètres. Ouais, c'est sûr, oui. Donc, on est sur 241 mètres. Non, en fait, elle aurait même besoin de moins t'aurais besoin de moins de pelotes que ça. Alors, on a besoin de combien de pelotes, hein? On va dire 6 pelotes, je pense. Donc là, on remodifie le prix. Ouais, donc 6 fois 1,29. 1,29 fois 6. Ça fait 7,74. Donc, C'est imbattable. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Ensuite. Bah là, la laine norvégienne 3,84 du coup. Et combien de pelotes? Pour avoir vraiment comprendre la différence entre la laine naturelle la moins chère pour un pull. Pull, c'est un projet qui est assez commun, on va dire. Il y a beaucoup de... Tu vois, c'est un pull... On va dire, là, je pense que là, il faut plus une dizaine de pelotes. Donc, 10, 11, pour on être va dire, sécuritaire. on va dire 12, ok? 12, d'accord. On va dire 12. Donc, 12. Donc, le pull est à 46,08 €. En vrai, si vraiment je voulais être conservateur, moi, de moi-même, j'en prendrais 14. Bon, Mais on va aller, on va dire qu'on l'est pas, d'accord? Parce que c'est déjà pas mal. Tu avais dit 10, 12, Non, moi, j'aurais dit 14, 12. on coupe la poire en deux, donc Voilà. 12. Ok. Donc, on a un pull en plastique qui est à 7,74 € et un pull en laine naturelle qui est à 46 €. Donc, effectivement, le prix est multiplié par 5 à peu près. Ça doit faire ça? 46 divisé par 7,74. Tu peux le faire, s'il te plaît? 46 divisé par 74. C'est pas 74. 46,08 Oui. divisé par 7,74. Ah, voilà, j'ai compris. Voilà, ça fait 5,9. Voilà. Ok, donc on a un 6, je me suis trompé, on a un prix qui est multiplié par 6. Ok. Donc là, on a le différentiel. Déjà, on voit voilà. Moi, je peux te dire que 46 € un pull, attention, dans le prêt-à-porter. Mais là, on raisonne dans le produit fini, c'est-à-dire un produit que je veux porter. Tout le monde ne fait pas du tricot pour porter ses modèles. Il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses tricotent pour juste l'activité récréative de tricoter, l'activité méditative. Donc, en fait, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut budgétiser le coût horaire de ce divertissement. Tu vois comment on peut réfléchir? Comme un cinéma, par exemple. Comme un tu cinéma. sais qu'un cinéma, c'est combien une place de ciné maintenant? C'est quoi, 10 €? Je sais pas, je suis pas allé au cinéma depuis Ça des fait années. des années qu'on n'y est pas allé. Oui. Mais je pense qu'on est plus aux alentours des 13 €, hein, une place de cinéma. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Dis-moi. un pull, ça met combien de temps à peu près à côté, tu penses? 20 heures, 25 heures? Ouais, 25 heures. 25 heures, on part sur 25 heures?
Ok. Ça me paraît juste. Ça dépend de la rapidité, évidemment. C'est Ça paraît la à... taille de la laine, Voilà. blablabla. Donc, si je divise 7,74 par 25 heures, Ça fait 0,30. donc le coût horaire de cette activité est de 30 centimes. Je n'ai pas compté les aiguilles parce qu'on n'achète pas des aiguilles chaque fois qu'on tricote un pull. Je n'ai pas compté les accessoires, voilà. J'ai rien oublié. Et je n'ai pas compté le modèle parce que je suppose que quand tu achètes de la laine, que tu veux acheter le moins cher possible, tu ne payes pas le modèle et tu prends un modèle Non, en gratuit, je général, je suppose. prends un modèle gratuit. Je suppose, hein, après, peut-être Ça que... paraît très logique. Ok. Donc, on est à 30 centimes du coût de divertissement en acrylique. Oui, Et, par heure. 46 euros divisé par 0,8, 46 euros 0,8 divisé par 25. Ça fait 1,84. Ok. Donc voilà. Donc le coût, 30 centimes versus 1,84 en gros. donc au moins cher du moins cher en laine naturelle, le fait de tricoter un pull qui prend 25 heures, ça a un coût de 1,84 Allez, 2 d'avoir cette euros. activité divertissante. 2 euros de l'heure, quoi. Ok. Donc par exemple, si tu compares à une place de cinéma qui est à 15 euros pour environ... Bah, 2 heures. Oui, il y a certains films qui vont 3 heures. Ouais, il y en a très peu. Donc La par plupart des films, exemple, c'est tu 2 es heures. à 7 euros de l'heure. Oui, Je crois que la place doit être à 15 euros quasiment. Ça dépend après les options et compagnie. Mais... oui, c'est Par exemple, 3D ou pas 3D? un jeu vidéo, les jeux vidéo sont, je crois, à 70 euros. Peut-être qu'ils sont en train de... Je crois qu'ils sont Ils en train sont de... pas en train de passer à... à 80, Alors, je le crois. prix moyen en 2022, le prix moyen d'une place, c'était de 7,24 €. Le prix d'un billet de cinéma. Alors là, par exemple, là, je suis sur un Mégaplex à Montréal. Ah, c'est Montréal, mais bon. Voilà. Une place de cinéma, le coût est de 12 € en France en 2024. Voilà. Ok, bah, ça fait 6 euros le divertissement. Donc on est à 1,84 pour tricoter un pull. Pour une place de cinéma, on est à, À 6 une euros. place de cinéma, on est à 6 euros de l'heure. Et un jeu vidéo, Ben, un jeu c'est vidéo- 80 heures. Pardon, c'est 80 €. 80 euros. Et là, les jeux vidéo, il y a plein de possibilités. Mais en gros, tu peux très bien toucher un jeu vidéo qui va faire 8 heures, par 30 exemple. heures. Ou un jeu vidéo qui fait 30 heures ou 100 heures. C'est pas possible de les terminer. Mais en gros, il faudrait faire une moyenne de tous les jeux vidéo. Mais en gros, mettons que tu prends un jeu à 25 heures, c'est une moyenne. 25 heures, c'est un jeu à la fois long et court, on va dire, tu vois. Parce qu'il y a des jeux... Je suis sûre Skyrim, qu'il y a des- Skyrim, tu peux y passer Ouais. 300 heures, 1000 heures même, hein, dessus. Mais 25 heures, donc 80 divisé par 25. Hein. Non, 25... En si, effet, ça. c'est 20 heures. Entre 15 et 20 heures à peu près. Ok, bon, bah, par exemple 20 heures alors. Donc 80 divisé par 20, Bah, ça fait 4 euros. ça fait 4 €. 4 euros L'heure de Donc, en jeu fait, vidéo. Une place de cinéma, le coût horaire de cette activité, c'est 6 euros. Un jeu vidéo, en moyenne, c'est des approximations, mais vous voyez, on est en train de le faire en direct là avec vous. En moyenne, c'est 4 euros. Oui. Une heure de divertissement avec du jeu vidéo. Donc, c'est les deux. Pourquoi je choisis jeu vidéo et cinéma? Parce que c'est les deux plus gros divertissements en réalité. Est-ce qu'il y aurait un autre divertissement? Bah, la musique, mais, La musique, mais mais- il n'y a pas tout le monde qui va à un concert Voilà. tout le temps quand même. Hein. Et le tricot en laine naturelle, c'est 1,84. Tu Donc, pourrais dire concert. Le concert, Oui. maintenant, la place de concert, c'est au Oui. minimum 100 Donc, €. tricoter en laine naturelle en tant que, en gros, hobby, c'est 1,84. Mm. Et on a dit en laine acrylique, J'ai C'était perdu. 30 centimes. Non? bah, c'était 7,74 divisé par 25. Ouais, c'est ouais, c'est ça, 30 centimes. 30 centimes, voilà. Mm. 30 centimes, 1,84, 4 euros pour le jeu vidéo, 6 euros pour le cinéma. Voilà. Et là, tu peux réfléchir. Là, tu peux débattre. Restaurant? Il faudrait faire le restaurant. Tu Ouais. veux dire le restaurant, tu vois, c'est... Et tu vois, là c'est factuel. Tu prends pas des gens ad nominem, tu n'es pas méprisant, tu ne te moques de personne, tu ne dénigres pas, mais tu n'es pas non plus dans le misérabilisme. Parce que, comme je dis encore une fois, il n'y a pas que les gens qui peuvent pas physiquement, il y a aussi les gens qui ne veulent opèrent pas. un choix en tant qu'acteur et non pas objet, qui opère une décision qui est une décision économique. Ça existe aussi. Oui, bah, c'est un choix. Voilà, non, mais- Je n'ai pas envie, et il y a tout à fait le droit, mais Voilà. c'est je n'ai pas Mais envie de mettre il y a plus. cette subtilité-là entre le. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi. Je ne veux pas pouvoir. Voilà. Il n'y a Oui. pas que je ne peux pas. Mais c'est important parce que souvent dans ces genres de discussions. J'aime bien le je ne veux pas pouvoir. Oui, mais même parce que souvent dans ce genre de discussion, en fait, soit tu vas avoir du mépris, soit tu vas avoir de l'impossibilité, une objection purement physique, une impossibilité matérielle. Donc en fait, tu ne peux pas en sortir de la discussion. Parce
que t'as pas tu vois, là, on a chiffré le coût horaire pour une activité. Bon, pour un produit. Tu vois, parce qu'il y a les deux dimensions dans le tricot. Il y a l'objet fini que tu portes, comme une pièce de vêtement. Quelqu'un qui, par exemple, voudrait créer sa garde-robe, pour quelqu'un pour qui ça serait finalement plus important de créer sa propre garde-robe que de passer du temps à tricoter et de se détendre. Ou tu as aussi la possibilité de quelqu'un pour qui le moment est plus important que l'objet fini. Bah, process versus produit. Voilà. Et c'est pour ça que tu as les deux dimensions économiques dans le choix de la laine, tu vois, qui compte. Voilà. C'est ça que je voulais dire, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que les personnes qui sont plus de process, et non même pas, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut catégoriser par exemple les personnes de process auront plus tendance à tricoter avec par exemple de l'acrylique ou des laines de teinturière, et ceux de produits qui donc du coup ont pour objectif d'avoir quelque chose qu'elles vont garder, qu'elles vont conserver pour faire une garde-robe, etc., auront plus tendance à prendre des laines de teinturier parce que justement ça va durer dans le temps. Bah, en fait un peu des deux, parce que je pense qu'une personne qui est de process peut vouloir justement ne pas investir beaucoup et juste tricoter à la chaîne. Et une personne qui est de produit peut aussi avoir envie en fait de tricoter plein de choses. Et comme elle veut tricoter plein de choses, eh ben, elle fait le choix stratégique de payer moins cher sa laine aussi. En Oui, fait, les deux sont... Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais qu'on ajoute, en fait, c'est pas, on n'apporte pas une réponse. On apporte de la matière à un sujet de discussion. Et la discussion peut continuer dans les commentaires. En fait, je pense que toi et moi, on a envie, c'est de créer une zone où les gens peuvent échanger sans avoir des attaques ad hominem ou des positions, je dirais, réflexive, qui est je soutiens ou je suis comme ça ou je suis dans ce camp ou quoi. Et en fait, où on essaie d'apporter de la matière à une discussion, non pas à un débat, à une discussion. Et là, ce qu'on a cherché à amener, moi, ce que je cherche à amener, c'est un aspect factuel sur le coût financier. Si le cœur de ton activité, le cœur du tricot pour toi, c'est le temps de divertissement, tu vois, le temps de loisir, ou si le cœur pour toi du tricot, c'est l'objet fini pour te constituer une garde-robe. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si le temps le plus important pour toi, c'est le temps de loisir, en laine naturelle, ce temps te coûte parce que tu dois acheter la laine 1,84 et avec la laine naturelle la moins chère disponible sur Madeleine, par exemple, ou d'autres boutiques, ce qu'on a regardé, voilà, ou 30 centimes si tu tricotes en acrylique. D'accord. Et un jeu vidéo, c'est 4 euros. Et une place de ciné et voir une séance de cinéma, c'est 6 euros à l'heure. On pourrait rajouter d'autres domaines, tu vois, pour comparer, pour rajouter encore plus d'objectivité. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Si pour toi, le cœur du tricot, c'est le produit fini, si tu un pull en acrylique qui est du plastique, c'est 7,74 €. Un pull en laine naturelle le moins cher possible, c'est 46,08 €. Un pull dans le commerce, en laine naturelle, c'est 90 € ou 80 €. Minimum. Voilà. Je crois que le pull asphalte... je l'ai vu récemment, il était à 110. Et voilà. justement, tu m'avais dit 110 et je te dit, mais non. Voilà. Donc, pour moi, parce que moi, j'avais eu cette discussion, j'avais donné des cours à un moment à l'IUT de Nîmes, et j'avais une discussion, j'avais une élève qui tricotait, et je donnais un cours, j'avais pris l'exemple de la maison Corlaine. Et elle voit les prix des écheveaux. Elle s'écrie dans la salle, mais à ce prix-là, autant acheter. Il y a un côté très, je dirais, gaulois. Ça venait du cœur, tu vois. C'était viscéral. Ouais. Et moi, je lui dis, bah, ça dépend. Parce qu'en fait, pour avoir l'idée, c'est que, en gros, tu tricotes un pull, tu vas pouvoir l'adapter. Déjà, tu payes le moment, tu payes l'expérience, tu vois. Mais bon, mettons que tu n'aimes pas du tout tricoter, tu tricotes juste pour avoir des pulls adaptés à toi et en laine naturelle. Mais il y a quand même une dimension dans le tricot où tu peux adapter, tu peux le designer, tu peux faire des ajustements. Tu pourrais jamais avoir ça dans un modèle du commerce, c'est impossible. Non. C'est un modèle, c'est une taille en fait. Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc pour moi, il y a quand même un truc à 46 €. Si on voulait vraiment être précis, il faudrait dire, ok, la gamme au-dessus, c'est combien le pull? La gamme au-dessus, c'est combien le pull? Tu vois, et on pourrait, pour avoir une gradation en termes de laine naturelle, pour voir jusqu'où avoir une marge. Là, c'est vrai que
c'est un peu fait comme ça à la va-vite. Ça ferait, à mon avis, C'est ça va faire l'objet d'une vidéo. Ça pourrait être une super vidéo, Je ouais. pense. Mais là, on est en train de poser avec vous, en fait, dans une discussion, ce qui pourrait donner une vidéo sur le sujet, mais beaucoup plus construite, beaucoup plus poussée, beaucoup plus fouillée. Mais là, c'est les prémices. Et je pense que c'est intéressant de le partager parce que ça évoque plein de sujets, en fait. Ça évoque le fait de ne pas se mettre dans un clivage, le fait de réfléchir et d'apporter une pierre dans la discussion, qui n'est qu'une pierre, en fait, parce que le but, c'est d'amener autre chose derrière. Voilà, quoi. Voilà. Tu as autre chose à amener? Moi, j'ai beaucoup parlé, mais vas-y. Non, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un peu ce côté. Hmm, J'ai l'impression qu'il y a toujours eu un peu ces doubles camps, un peu. Moi, j'avais eu ce sentiment euh, lorsque j'étais allée à quelques salons. Je suis pas allée à beaucoup, hein, mais je suis allée à quelques salons quand même. Et notamment parisiens. Et je me souviens une fois d'un groupe de grand-mères qui étaient là, qui étaient venues. Et on sentait bien qu'elles n'avaient pas dû voir beaucoup des chevaux, parce que déjà, elles étaient très étonnées de la forme d'Hélène. Et en plus, en fait, sans faire exprès, en fait, on s'est suivi. En fait, j'allais à un stand et puis après, elle venait aussi. C'était pas du tout volontaire, hein, c'était juste le hasard comme ça, parce qu'en fait, c'est généralement assez bien tracé. Et, euh, et en fait, je me souviens que j'arrive à un stand, je vais pas dire le nom de la teinturière, mais j'arrive à un stand d'une teinturière, plein de couleurs, etc. Je commence à regarder les écheveaux. Et en fait, il y a ces grands-mères qui arrivent et qui, comme ton élève, en fait, s'exclament du prix. Elle regarde le truc, elle fait Oh mon Dieu Et vraiment, c'est pas une esclandre, mais presque sur le prix de l'écheveau. Et la teinturière dit ben oui, mais bon, c'est beaucoup de travail, c'est des laines que je teins à la main, et puis il faut quand même que j'achète aussi la matière première, c'est de la bonne matière première, c'est du Mérino BFL, blablabla, bla, 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 voilà. Et, euh, et en fait, les grands-mères vraiment s'offusquent de ça, en fait. Oui, mais moi, je trouve pas des pelotes à ce prix-là. Oui, mais c'est pas la même qualité. Oui, mais c'était pas possible de discuter avec elles. D'ailleurs, je crois qu'elles sont parties juste après. Et c'est. Je sais pas. Il y a un côté où je trouve ça un peu triste parce que vraiment, j'ai cette impression. J'avais eu cette impression à l'époque et j'ai cette impression aujourd'hui que c'est difficile de discuter sur ce sujet alors qu'on pourrait échanger, et je ne dis pas que l'acrylique est une... comment dire, que celles et ceux qui tricotent avec l'acrylique sont affreux, ce sont des gens terribles, je ne dis pas Mais ça. Euh, je cherche à exprimer, voilà, vous avez fait ce choix-là, et il n'y a aucun souci, mais ça me paraît important de dire qu'il y a ce problème, ce problème, ce problème, ce problème, ce problème. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Bah, là, voilà, vous êtes maintenant au courant, donc du coup, ça veut dire que vous avez choisi en connaissance de cause, et vous êtes conscient, par exemple, bah, que l'acrylique, bah, c'est extrêmement polluant. Vous êtes conscient que c'est des tas et des tas de teinture sur de la teinture, sur de la teinture, sur du bain chimique, et reteinture, et rebain chimique, blablabla. Voilà. Euh, Ça m'attriste, en fait, vraiment, d'avoir ce sentiment, en fait, qu'on n'a pas le droit de discuter de ce sujet-là comme si c'était interdit. Je ne pointe pas du doigt les gens qui font le choix de tricoter avec l'acrylique. Moi, personnellement, je n'aime pas l'acrylique, et je dis bien personnellement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas tricoter avec ça. C'est une mauvaise expérience de tricot à chaque fois que j'ai testé de l'acrylique. Alors je sais, il y en a qui me disent qu'il faut que je reteste tel acrylique. Je pense que j'en testerai peut-être un jour, je sais pas. Mais on a prévu de faire, on en a discuté avec Jainel, je dis, on a prévu de faire un test, une vidéo, comme on est en train de faire sur Alpaga, mais vous voyez, Alpaga, on vous en a parlé il y a peut-être 5 ou 6 podcasts, hein. ouais, c'est long, Donc c'est c'est très encore en long. cours, hein, puisqu'il faut tricoter des échantillons, Pour leur voilà, faire passer une c'est ça. batterie de test. Mais Bref. on a prévu de faire une vidéo qui sera une batterie de test sur une variété d'acrylique. D'acrylique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de mauvaise foi, Non. et donc on montre patte blanche, si j'ose dire. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, j'ai lu cette histoire il y a pas longtemps aux filles. Oui, Des moutons et oui, du loup. oui, oui, oui. Et Laquelle? La version qui finit bien ou la version qui finit pas bien? la
la version où ils sont sauvés. où Voilà. ils sont sauvés. Il y en a un qui s'échappe. Il y en a un Bref. qui s'échappe, Ouais, qui est caché dans l'horloge. Et ouais, voilà. c'est ça. Et, Moi, une fois, j'étais tombée sur une version, ça finissait pas du ouais. tout bien. Mais Donc, voilà, on fera une vidéo de plus poussée sur l'acrylique en général. Alors là, la vidéo qui sera sortie, où on parle, c'est une vidéo sur plus réflexion. plus réflexion et scientifique sur l'acrylique, comment c'est composé, comment ça fonctionne, quels sont les impacts écologiques, quels sont les impacts sur la santé, etc. Et personne n'est jugé, je le dis Voilà. au passage. Mais ça, t'as pas un peu. On va quand même être sincère, t'as pas un peu l'impression qu'au bout d'un moment, comment dire, il y a un espèce de phénomène où dès que tu parles de l'acrylique, comme des personnes se braquent, tu es toujours obligé de préciser que tu juges pas, que tu méprises pas, que Bah, tu moi, ça prends me pas paraît de haut. logique, mais Et en fait, au bout du bout, les personnes qui se justifient, c'est plus les personnes qui tricotent de l'acrylique, parce qu'en fait, l'idée serait ça. L'idée serait que les personnes qui tricotent de l'acrylique sont montrées du doigt et sont mis au banc de la société du tricot. Mais en fait, en réalité, dans la la vraie réalité, ce qui se passe, c'est que c'est à toi de te justifier d'avoir ton avis sur l'acrylique. oui, mais en fait, je dirais que Il y a c'est une plus, inversion. il y a ce côté en fait où maintenant il faut faire extrêmement attention à ne blesser personne, voilà, parce que je sais pas, peut-être que c'est le côté aussi réseaux sociaux où on ne sait pas vraiment à quel point la personne le dit, à quel point elle est, comment dire. Ouais, mais moi, Tu sais, c'est comme on dit, c'est extrêmement difficile de transmettre des émotions avec des SMS, par Oui. exemple. Et c'est très Et facile on met des qu'il y ait emojis, oui. Oh, c'est très facile qu'il y ait des quiproquos, des malentendus. Oui. Et c'est pour ça, moi, je travaille beaucoup avec les emojis parce que j'ai cette impression de pouvoir dire hey, je suis pas. Je le dis gentiment en fait, Ouais, voilà, c'est je comprends. cool. Et il y a peut-être ce sentiment-là quand on parle en vidéo ou quand on s'exprime sur les réseaux, de pas pouvoir, comme on n'est pas face à la personne, de ne pas pouvoir transmettre toutes les émotions parce qu'au bout d'un moment, il y a une caméra, Oui, il mais y a un écran. par exemple, dans la vidéo sur Berger de France, moi, je te trouve, pour l'avoir montée, je te trouve plus triste par rapport à la situation que dans l'attaque en mode je vais détruire Berger de France et les gens qui tricotent de l'acrylique. Moi, je t'ai pas du Moi, tout ça. c'était pas du tout mon Après, je te connais, objectif. je te connais. Après, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi aussi. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de triconautes qui ont le même avec toi, qui pensent de la même manière, enfin, en tout cas, qui ont le même ressenti, qui partagent ton ressenti parce qu'elles l'ont expérimenté dans leur propre quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une sensation que parfois, c'est un peu un dialogue de sourds, cette histoire, parce qu'en fait, tu te retrouves. Il y a une espèce de forme d'inversion accusatoire dans la discussion qui est qu'on t'accuse de mettre les. Toi, c'est un tu général. C'est la personne qui est contre l'acrylique se retrouve accusée de devoir de mettre les personnes qui tricotent de l'acrylique en position de justification, de culpabilité. Et au final, moi j'ai l'impression que c'est la personne qui critique l'acrylique qui est coupable, qui devrait se sentir coupable de. Tu vois ce que je veux dire, hein? En fait, Il y a un truc qui passe pas en fait, je trouve, dans la discussion. Hein. Tu vois ce que j'essaie de dire ou pas? Est-ce que ça serait pas en fait au final le problème c'est pas comment dire la résolution facile et pas prise de tête de ce débat, c'est tout le monde fait comme il veut. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais à ce C'est la résolution facile. Mais à ce moment-là, on construit rien. Voilà, quoi. C'est ça, oui, bien sûr. Mais j'ai dit que c'était la résolution facile. J'ai pas dit que c'était la plus efficace. Donc, la résolution facile, c'est juste dire moi, je fais ce que je veux. Bah, tu sais, moi, j'ai remarqué souvent un truc dans les discussions. Il y avait cette vie. Vas-y. J'ai remarqué un truc souvent dans les personnes qui parfois sont méchantes. Tu leur dis calmement, tu sais, ce que tu viens de me dire n'est pas gentil. Et ce n'est pas du tout bienveillant et ça me touche. La personne, elle se braque et elle te répond. Mais j'ai le droit. Mais je ne faisais qu'exprimer mon avis. Oui, ça c'est récurrent. Ouais, mais tu peux... Et moi, j'ai le droit de te dire que ça me fait mal. mais surtout, c'est pas parce que tu exprimes ton avis que tu es obligé d'être blessant. Aussi, ou d'être désagréable, ou d'être négatif, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent, des dynamiques, en fait, dans lesquelles on est. Mais bon, après, ça nous amènerait sur un sujet philosophique, pas philosophique, mais un peu de dev perso, qui est dans quelle dynamique tu mets ton énergie. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps. J'en parle beaucoup avec mes mères à chaque fois. C'est qu'en fait, on a une pente naturelle, un réflexe naturel à la négativité,
à l'objection, je peux pas faire ça, ce n'est pas possible, ce n'est physiquement pas possible. J'en parlais avec mes meilleurs, je lui disais, en fait, c'est toujours les mêmes choses dans la vie, en fait, qu'on ressent et que les autres font. Toi, tu vois les autres faire, mais toi, tu le fais toi aussi, qui est que quand on te donne un conseil ou on te donne une solution, etc., je t'en ai déjà parlé, je crois, tu as l'objection, en fait, tu as les trois types d'objections. Objection temporelle, objection physique, physiquement pas possible, et objection financière. Tu peux rajouter l'objection spatiale. Il n'y a pas Ça la me fait place. penser à la formation de Sam Ovens que je suis en train d'écouter. Mhm. Et Tu peux préciser qui est Sam Owens? c'est une personnalité publique américaine Mhm. qui, en fait, propose des cours sur pour entraîner des coachs, en gros, et leur donner le bon état d'esprit. J'essaie de faire large parce qu'il fait aussi un peu du marketing, il fait un peu plein de choses, mais on va dire, en gros, c'est ça. Et t'es d'accord avec moi? C'est assez bien résumé. Oui, 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 moi je connais pas trop son travail, donc oui. Donc, voilà, je dirais qu'en C'est le gros, fondateur c'est de ça. School, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le fondateur de School aussi, L'espace qui élève. est une plateforme d'espace élève, Hmm. communauté, blablabla, voilà. Euh, Qu'il a vendu récemment. Bon, bref, qu'importe, D'accord, ok. il a vendu. Ou alors, sinon, il a pris des parts. Je sais plus, là, il y a un truc subtil entre. Ok. Il a pris des parts où il a acheté School. Il s'appelle comment Avec Alexandre Mosi? Ouais, c'est ça. Ok. Bref, Donc qu'importe, c'est pas t'écoutes sa important. Je formation. suis en train d'écouter sa formation et il parlait justement en tout début, en fait, il dit voilà, vous devez garder l'esprit ouvert, etc. Et il disait, et en fait, vous allez ressentir dans la formation des moments où en fait vous allez rentrer en conflit entre guillemets avec moi parce que moi je vais vous dire de faire ça et vous allez en fait aller, ça va vous faire sortir de votre zone de confort et en fait vous allez refuser ce changement et vous allez en fait Hmm. buter sur ça et vous allez mettre des objections. Voilà, vous allez mettre, Mais vous allez en fait, ça fait perdre énormément de... Moi, c'est un sujet qui me fascine parce qu'en fait, on peut se retrouver piégé facilement. Il y a un réflexe naturel qui est de poser des objections. Donc, voilà, il y a différents types d'objections et ces objections sont toujours très bonnes sur le moment pour ne pas faire la chose ou ne pas suivre le conseil ou ne pas changer quelque chose dans un problème, en fait. Ça, pour moi, les objections, c'est le premier truc dans lequel on tombe en général quand on est dans une impasse. Le deuxième truc, c'est ce que j'appelle la condition miraculeuse. J'ai un truc que j'ai remarqué que moi je m'extrais pas je m'extrais pas du problème, hein. Je suis On complètement est dans le tous truc. dedans, Voilà, hein. moi je parle pas d'en haut, c'est quelque chose que j'observe, mais c'est pas, mais je m'observe moi-même en observant cela, tu vois. Il y a la condition miraculeuse, c'est le fait de conditionner un changement à une condition qui n'est pas dans ton pouvoir ou une condition qui n'arrive jamais, qui n'arrive Je jamais. ferai ça quand, blablabla. Voilà, c'est exactement. Moi, À compléter. par exemple, longtemps quand je fumais, alors parfois aussi dans la condition miraculeuse, le problème c'est que la condition n'est pas une condition. En fait, la condition n'est pas la. On refait. Il y a un sous-sujet dans la condition miraculeuse qui est que la condition miraculeuse parfois est la conséquence et pas la cause. C'est-à-dire, par exemple, tu peux inverser, poser comme condition à autre chose un élément, mais cet élément devrait venir après et à l'inverse. Par exemple, quand j'avais du poids en trop, notamment, et que je fumais, je disais, comme la cigarette fait grossir, je disais, j'arrêterai de fumer quand j'aurai perdu du poids. Or, en fait, c'est quand j'ai arrêté de fumer que j'ai perdu du poids. Tu vois la différence? Je m'en Euh, souviens très bien parce que ça a été un gros sujet de ouais. discussion. Donc, Bah, pourquoi, si on explique d'un point de vue rationnel, c'est parce qu'en fait, arrêter de fumer m'a mis dans un autre état d'esprit, dans d'autres habitudes, dans, d'autres problématiques, voilà. entre guillemets. La cigarette aussi peut-être déclencher des raccourcis de comportement, dans le sens où, par exemple, j'étais habitué à boire un verre de whisky coca avec ma cigarette. Donc, en fait, le whisky coca, bah, ça fait grossir. Voilà, spoiler. À part, à part si on boit du coca zéro, mais voilà. Et c'était pas le cas. Et donc, en fait, en gros, parfois, inverser, prendre un truc qu'on estime être une condition miraculeuse, l'annuler ou l'inverser. Il y a aussi la date arbitraire, hein. Je commence à changer parce qu'on est en début de semaine. Ou le Ou, 1er janvier. ou le 1er janvier. Tu vois, c'est que des trucs. En fait, bon, bref, tout ça, c'est des. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais en gros, c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans ma vie, dans la vie des gens, etc.
Et parfois, on met des objections, en fait. Tu parlais des 3 types d'objections, en fait. Oui, mais je sais plus comment on en arrive là, peu importe. Mais parfois, en gros, moi, ça me fascine parce qu'en fait, je trouve on se retrouve très rapidement sans s'en rendre compte dans une impasse à cause de ces réflexes naturels. Voilà. Et ce que je disais, c'est que on a un réflexe naturel à la négativité, à la fermeture, etc. Et c'est avec un effort conscient et impliqué qu'on arrive à se départir de ce genre de comportement qui nous condamne en fait en soi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, je pense, ouais. Hem, vas-y. Vas-y, je sais ce qu'on va dire. Je pense qu'on va arriver à la même conclusion. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en Vas-y, prie. non, finis. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Finis, comme ça me permet de trouver mon ciseau. Ah, moi j'allais dire, je pense qu'on va passer à la présentation des 3 modèles. Oui, j'allais Foucault. dire ça aussi. Ah, c'est marrant. Alors, clac, Mais tu ciseaux. vois ce que je veux dire, c'est moi ça me, c'est l'objet de toute une vie en fait, de Mais en d'arriver fait, à. il y a aussi ce côté où en fait c'est une problématique de vie même. Parce que même moi, je le sais, je m'en suis rendu compte en fait récemment, on en avait discuté. J'ai des défauts comme tout le monde. Et parfois, j'ai pas envie, moi aussi, de les voir. Et oui, je suis humain aussi, hein, ça arrive. Et moi aussi, parfois, j'ai pas envie de les voir. Et parfois, et en fait, ça, en ce moment, ça m'arrive souvent de me dire que en fait, je ne veux pas voir ces défauts, que je passe dessus en gros en me disant, mais de toute façon, je suis comme ça. Et en fait, en passant dessus et en me disant, de toute façon, je suis comme ça, ben en fait, je pourrais jamais devenir ni une meilleure femme, ni une meilleure maman, ni une meilleure partenaire. Donc, il faut que j'arrive, il faut que j'accepte ces défauts, que je les regarde en face et je dise, ouais, c'est vraiment là. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour progresser et avancer? Tu sais, j'en parlais avec Emmerich il y a pas longtemps. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il il m'a dit quoi? Le mot qu'il a utilisé, il m'a dit oui, il m'a dit, je connais personne qui est aussi clairvoyant que toi. Non, ça c'est sûr, oui. Et je lui ai dit, mais je suis pas clairvoyant. Je lui ai dit, absolument pas. Je suis vigilant. Et tu vois, cette différence, elle est extrêmement importante. Parce que clairvoyance, c'est une qualité avec laquelle je serais né. Je suis naturellement né comme celle qui prédit à 3 qui prédit. Et, La, oui, euh, l'oracle. Cassandra. Ah. Mais c'est Cassandra. Oui. Je suis né comme Cassandre et je vois ce qui ne peut être vu, tu vois. Malédiction, bénédiction, malédiction d'Apollon notamment. Et mais en fait, c'est pas ça. J'ai pas un don. C'est pas un don, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose. C'est pas ça. C'est je suis vigilant. Et c'est quoi la différence entre la clairvoyance et la vigilance? Parce qu'à part qui est de voir quelque chose que les autres ne voient pas, c'est que la clairvoyance c'est un don, alors que la vigilance c'est un effort. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, j'ai pas été vigilant. Et en fait, je me force à être vigilant. Je m'applique ce régime de vie. Et parfois, je faillis, hein. Parfois, quand je regrossis, je suis pas vigilant, tu vois. Mais je m'applique ça parce que je sais à quel point c'est facile de tomber, comme je te disais, dans les réflexes naturels qui sont les objections, les conditions miraculeuses, les dates arbitraires de changement, etc., etc., tu vois. Et en fait, comme c'est le pli naturel de l'humain, je m'astreins à être vigilant en me disant ne te fais pas piéger, ne tombe pas dans le truc, etc. Et en fait, je tombe dans le truc souvent, hein, ça comme tout le monde. Mais j'évite des trucs, tu vois. J'évite des En pièges. fait, tu te comme ça. conditionnes à Oui. y penser. En fait. Mais c'est un effort, c'est-à-dire c'est pas comme je dis toujours, c'est le changement, c'est pas on-off, c'est pas avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. C'est avant j'étais comme ça et maintenant je suis un peu moins comme ça parce que je me force enfin je m'astreins à une discipline tu vois, mais dès que je lâche, je redeviens comme avant en fait, parce que c'est mon pli naturel, c'est le muscle, tu vois. Plier, le bras est plié, déplié en fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Et en ce moment, j'essaie de travailler dessus. Ça se voit peut-être pas forcément, mais Si, je vois que tu essayes. Je vois que tu fais, mais t'as raison. Pour moi, tu seras beaucoup plus heureuse en faisant ça. Parce que ce que voudraient te faire croire, les gens qui seraient contre ce que je dis là, ce qu'ils voudraient te faire croire ou croire eux-mêmes, c'est que tu es moins heureux en faisant ce que je fais. Non, parce qu'en fait, ça me met dans une position d'inconfort qui est certes pas confortable,
Mais c'est que comme ça, en fait, que je pourrais avancer. Oui, parce que au bout du bout, le résultat est plus savoureux. C'est-à-dire que tu vas te retrouver tu vas éviter des situations et tu vas te retrouver dans des situations avec des meilleures conditions. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus terrible que de pas sortir d'un D'une problème, hein. boucle. Il y a aussi un autre truc qui est pense à la solution et pas au problème. Mhm. Beaucoup trop souvent, on a pour réflexe naturel de De focus penser sur le problème. problème et pas solution. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je te propose qu'on passe sur les modèles. Oui, Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Mais, mais t'inquiète pas, je comprends. Ok, alors, donc il y a 6 modèles. j'ai envie de commencer par mon préf. Vas-y. On en montre Ouais. 3. Et le podcast d'après, on en montrera 3 autres. Voilà. Alors attends, je laisse ça de côté. Alors, parce que pour mon fade, je suis toujours dans ma section, c'est pour ça que vous entendez le clac-clac du cacha-cacha. Alors, l'étole, ici, j'ai oublié son nom, mais on a du coup dans la Tricot Université 3 gros modèles que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parce que ce sont ceux que je préfère, je pense. Donc le premier, c'est cette étole-là, qui est une belle étole perlée. Je suis en train de chercher le nom dans ma tête. Avec un joli point de dentelle, incluant les fameuses perles en question. Bordure, une petite bordure classique, légèrement roulottée. J'ai fait exprès de faire cet effet rouloté automatique en gros. Donc tricoté par Odile. Tricoté par Odile, à qui on fait des gros bisous. Voilà, donc bien sûr que d'un seul côté, à porter d'un seul côté. C'est comme une grande étole, vous pouvez la porter en écharpe. Pour moi, c'est typiquement le genre d'étole que je pourrais porter pour Noël, tu vois. Noël, Roxane. le jour de l'an. Roxane. J'ai ça revient de loin, là. Archive dans mon cerveau. Avec le petit bonhomme qui s'active. Et avec un autre gars qui lui crie dessus pour le. Elle a encore oublié le nom. Donc du coup, Roxane, très belle écharpe, avec petite bordure en picot pour faire un petit rappel, un effet perlé. Et la fameuse du coup dentelle qui du coup court tout le long de notre écharpe, enfin écharpe / étole. Ça va permettre de travailler justement le placement des perles, ça va permettre d'avoir aussi un modèle qui est très élégant, très féminin. J'adore ce rouge. Je crois que c'est de la Malabrigo Sock. Et franchement, elle est magnifique cette couleur. Je l'ai déjà fait tricoter par Claire cette fois pour des chaussettes, qui sont les chaussettes rouges avec des torsades, Sonia, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris le même rouge pour cette étole, parce que j'adore ce rouge, il est vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est le premier modèle que je voulais vous présenter, c'est cette étole Roxane, avec cet effet rouloté que j'ai laissé exprès pour avoir un rendu sympa. Je précise, mais dans la Tricot Université intermédiaire, pour chaque modèle, vous avez la vidéo pas à pas, étape par étape, et redivisé. En fait, c'est plusieurs vidéos. Cette fois, on a choisi de diviser, enfin comme débutant, contrairement aux autres formations, on divise vraiment étape par étape, donc vous avez plusieurs vidéos qui montrent chaque point. Voilà. Il y a plusieurs les vidéos des modèles, ça fait 9h, tu m'avais dit, je crois. 9h50. 10h quasiment. Il y a 10 heures de vidéos de modèles explicatives. Donc là, c'est un modèle qui sera présent dans la formation Tricot Université intermédiaire. C'est un de mes préférés. Un autre de mes préférés, j'ai fait le choix d'aborder le ferraille également dans la Tricot Université intermédiaire. Et je vous propose donc de tricoter ce très joli modèle de pull. Tricoté par Odile aussi. Tricoté par Odile aussi. Salomé. Merci. Tricolore, rouge, rose, marron. Bien sûr, vous pourrez choisir les couleurs que vous voulez, mais j'ai fait ce choix de couleurs parce que j'avais envie, en fait, tout simplement. J'avais envie de rouge et de rose. Donc, du coup, rouge et rose, un petit peu de marron pour garder un petit effet de neutre. On a le motif qui est uniquement sur l'empiècement, donc on n'a rien aux manches, on n'a rien en bas de pull, mais j'ai vraiment fait la concentration uniquement sur notre empiècement, du coup, ici. Comme vous voyez, ça fait un très joli pull, très chaud à porter. De tête, c'est de la double Sunday à tricoter, donc c'est très chaud, très doux. Vraiment, je l'ai porté dehors, et vraiment, c'était nickel, j'avais pas froid. Donc vraiment, très chouette modèle, parfait pour pouvoir se lancer dans les premiers modèles de Jacquard Ferraille. Et enfin, un autre que j'aime beaucoup,
le gilet mosaïque. Alors là, je vais juste le boutonner, parce que j'ai oublié de le boutonner, mais j'ai fait le choix aussi de vous proposer un modèle en mosaïque pour que ce soit une sorte de préambule un petit peu au jacquard et au tricot bicolore. C'est une très bonne façon de commencer et vu que c'est plus facile à faire, je me suis dit que c'était un bon moyen de se mettre en jambe. Donc on a un gilet col V raglan en mosaïque Elisa. avec un motif de mosaïque Elisa. Elisa. Avec Elise, c'est l'autre gilet de Gilles Lacarte. D'accord. Tu as une bonne mémoire. Ah oui, t'as raison, c'est Elise. Du coup, un motif mosaïque qui commence à partir de l'emmanchure, du bas de l'emmanchure, et qui du coup se retrouve tout en bas, plus petit changement de couleur sympathique. Ça se voit pas forcément, vous avez un petit changement de couleur stratégique qui nous permet de passer et de terminer notre gilet en vert. Moi, j'aime beaucoup le vert. On n'en voit pas assez dans les tricots, je trouve. Je trouve aussi. Mais celui-là, en plus, c'est un joli vert sapin. Le même vert, je crois, que le Roseline, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et je trouve qu'il ressort mieux en laine fine. Je trouve qu'en laine fine, il est encore plus beau que dans laine... Je crois que celle-là, c'est une laine type Deka, là-bas. Et en laine fingering, il passe encore mieux, ce joli vert forêt. Et j'ai fait placer à Odile des boutons verts aussi, pour vraiment que ça se fonde un petit peu dedans. Bon, bien sûr, j'avais pas le même vert, mais je trouve que ça se fond assez bien. Il y a 4 ou 5 leçons sur les boutons dans la Tricot Université. Sur les boutonnières, on les voit en long, en large et en travers. Ouais. Hein, vraiment. Je crois 4 ou 5 leçons. Vraiment, ça va être super intéressant. Voilà, donc ce sont les 3 modèles de la Tricot Université intermédiaire. Vraiment, c'est mes 3 modèles préférés, je dirais. J'ai du mal à choisir quand même, hein, mais je dirais que c'est mes 3 préf de préf. Ah oui, et bordure verte hein, aussi, et pour faire un petit rappel. Et les 3 autres, on vous les montrera le prochain podcast. Au prochain podcast, voilà. Ça me paraît bien, ça fait un bon équilibre. Oui, là, ça fait 4 modèles. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu fatigué. Toi aussi J'espère que ça n'aura pas été trop confus pour vous. On a abordé beaucoup de choses. C'est vrai que, j'ai un peu du mal. Là, je le sens parce que j'ai déjà bu plusieurs cafés et je sens que moi, j'ai les yeux qui piquent. Je sens que je suis fatiguée encore et je me dis, c'est vraiment que tu es fatiguée en fait. Mais après, tu vois, être fatigué, c'est tant que c'est pas trop, tu vois, tant que c'est pas la limite, ça va. Moi, il y a un truc, je me dis, c'est tant que ça n'impacte pas les filles, ça me va, tu vois. Oui, attends, mais pour que ça n'impacte pas les filles, il faut aussi que tu vois, on n'aille pas chercher trop loin dans les réserves aussi, tu vois, c'est important. Oui, bien sûr, ça sous-entend ça, mais c'est pas. Après, on s'est levé tôt, mais après, il faut pas, pour moi, tu vois, je trouve ça intéressant. Là, ça fait 2 matins là, que Elisabeth, elle fait des réveils à 4h. Oui. C'est un peu tôt. Je regardais un forum il n'y a pas longtemps. Sur un forum, je regardais une discussion. Et les personnes discutaient et elles disaient en gros qu'elles trouvaient que. Elles regardaient beaucoup les créateurs américains, en général, hein, pas en tricot, hein, en général. Et que. Il y avait des gens, en fait, il y avait plein de gens qui étaient hyper positifs, hyper optimistes, des bouffées d'énergie. Et que quand il allait voir les créateurs français, il trouvait que c'était déprimant, du genou. déprimant, etc. Et c'est vrai que moi, j'espère dans ce podcast qu'on est assez dynamique, qu'on est assez puis positif, tu vois. Pas être. C'est pour ça que quand on parle, tu vois, par exemple d'un commentaire négatif ou d'un truc comme ça, pour moi, c'est important qu'on aille toujours essayer de chercher le surplus. Tu vois ce que je veux dire, pour créer quelque chose de positif là-dessus, en fait. Réfléchir, en fait. Et pas se mettre, se braquer ou dans la négativité ou dans la victimisation en disant oh là là, on est victime des commentaires négatifs, tout. Moi, de toute façon, après, il y a un certain stade où, là, par exemple, je suis à un stade où, en fait, le commentaire négatif, bon, déjà, je ne veux pas les voir parce que, voilà, mais quand tu me fais un retour, il y a un moment, moi, où en fait, il y a une sorte de lassitude. Tu sais, comme je prends souvent l'exemple du grand-père qui, par exemple, qui se fait séguer par un petit enfant qui veut jouer au ballon pour la 50e fois de la journée ou qui veut... il y a un peu un côté, un peu lassitude, parfois. Mais pas fatigue, pas tristesse, lassitude. Non, mais voilà. en fait, genre, oh...
Non, mais c'est vrai que là où Encore, je suis hein, d'accord tu avec toi, vois. c'est que c'est souvent archétypal, hein, dans le sens où c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et donc en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je veux pas paraître méprisant en fait du tout. C'est pas du tout le propos, mais quand en fait on revoit le même pattern avec des personnes différentes qui reviennent, euh, on sent que la personne a pensé dire quelque chose de très original et très pertinent, mais en fait ce n'est que l'énième commentaire, l'énième même commentaire négatif qui revient en fait d'année en année. Je compte pas les gens qui aiment pas ta voix, voilà quoi par exemple. Ouais. Je Alors sais pas le plus qu'est-ce qu'elle drôle a, c'est ma quand voix, le hein. plus drôle, mais non C'est mais simple, il y avait, moi à l'époque, quand je faisais les commentaires, il y avait, enfin les commentaires, les messages, etc. Il y avait plusieurs trucs qui revenaient. Il y avait le fait que je parlais trop avec les mains. Bah, Hmm. désolé les gars, hein, j'ai fait langue des signes, des trucs qui sont restés. Hein. Puis en plus, racine italienne, ça n'a pas aidé. Donc voilà. Oui, parce que c'est vraiment important. Il y avait mes mouvements d'yeux apparemment et il y avait ma voix. Voilà. Ce Mais sont les trois éléments qui non, mais cassent les c'est, il pieds aux faut, gens. tout ça, faut le relativiser, surtout quand tu vois tu regardes les commentaires, tu vois, j'aime pas ta voix, et puis juste en dessous, Non, mais ça j'adore. pourrait être Et n'importe juste quoi. en dessous, Enfin, tu vas avoir j'adore ta voix. oui, T'as deux c'est personnes, vrai. C'est l'une en vrai. dessous de l'autre qui commentent. Mais ce que C'est je voulais vrai. dire, en fait, c'est que quand on parle Mais je pense qu'il y a un côté, je pense, où j'ai, sans vouloir me dire voilà. Mhm. Il y a un côté où je pense que j'ai une personnalité de base qui est assez perturbante, dans le sens où je me souviendrai toujours de cette fille, je sais plus, je crois que c'était au lycée, je crois, ou non, c'est à la fac. Elle vient vers moi, c'était vers milieu d'année, et elle me dit, Shainel, en fait, t'es super sympa. Moi, quand je t'ai vue la première fois, j'ai cru que t'étais une grosse. Mhm. Il va en avoir des bips à mettre hein, dans ce podcast, hein. Ça va plus là, hein, Jaënel, hein. J'ai cru que t'avais l'air super froide et tout, et en fait, t'es super sympa. Et je pense qu'il y a je sais pas pourquoi, mais ma personnalité de base, Mhm. sans que je le veuille, est peut-être un peu clivant sans le vouloir, tu vois, Il y a rien de je pire pense. il y a rien de pire que d'être clivant sans le vouloir. Parce que tu C'est- peux rien y faire, hein. Je Donc, pourrais vraiment rien y mais, faire, tu vois. tu vois, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi quand on avait parlé de la discussion sur la réification, sur le fait que parfois la manière dont les autres J'aiderais Gros Minou, je mettrais des gros red Hmm. flags. La manière dont les personnes te perçoivent, quand quelqu'un euh, t'invective, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, il faut faire très attention à ne pas réagir comme il attendrait de toi. C'est en fait, par exemple, je vais te donner un exemple, quelqu'un va te dire par exemple que tu es méprisant Mhm. ou que tu es élitiste ou en gros n'importe quel défaut dans ce sens-là, dans le sens où Mhm. en gros, voilà. Insérer ici le défaut. Par exemple, la pire chose à faire serait d'avoir une réaction où tu Valide ce défaut. imiterais la personne en train de t'insulter de méprisant, Mhm. mais en prenant les gimmicks de quelqu'un de stupide. Pourquoi? Mhm. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu es exactement en train de te comporter. Parce que en faisant ça, tu es exactement en train de te comporter Comme comme ce que la personne dit de toi, en dit de fait. toi. Et en fait, d'une certaine manière, ce que je trouve intéressant quand tu fais cette erreur, tu général, hein. Oui, oui, Je je le me précise à sens chaque fois, pas. mais quand tu fais cette erreur-là, en fait, tu te chosifies, c'est-à-dire tu te réifies parce que tu es à l'état d'objet entre les mains de la personne, De quelqu'un d'autre. de quelqu'un d'autre, exactement, tu vois. C'est intéressant, hein. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à C'est, quelqu'un d'autre. tu te plies comme un objet, en fait, tu te moules selon la perception de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, en Oui, réalité. c'est vrai. C'est pour ça que, comme dirait Monterland, il faut s'éviter tout geste vulgaire, hein. Oui. Monterland, très intelligent, hein. Le seul à avoir survécu à la fin des rois et à être passé au régime empire. Ah, mais non, c'est pas toi, tu parles pas de ce Monterland-là. Ok. Talleyrand, j'ai confondu avec Talleyrand. Bigre. Je suis fatigué, hein. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai confondu avec Talleyrand. En plus, j'adore ce personnage, ce personnage politique. Il Bref, faut jamais avoir honte de paraître stupide, même quand on se trompe, parce que c'est ça en va, ayant peur d'avoir. ça va, il y a pire. Oui, Confondre oui, Talleyrand et oui, Monterland, mais ça va. mais en fait, il faut jamais avoir peur de paraître stupide, parce que quand tu as peur de paraître stupide, tu ne deviens pas intelligent, Oui, c'est vrai. parce que tu te prives de la possibilité d'apprendre. Mm. C'est vrai, hein. Ok. Moi, j'adore être stupide, j'adore me sentir stupide, C'est vrai. bien sûr, parce que ça veut dire que je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est une belle façon de voir, hein. Au moins, ça te permet d'avancer, hein. Ah, mais moi, parfois, je lis des auteurs, je dis, mais c'est pas possible. Je suis J'ai de débile, l'anesthésiant mais- pour cheval dans le cerveau, quoi. De
Je lis des trucs, je dis: «OK, on va reprendre, depuis la première phrase». Enfin depuis le premier mot, ça sera plus facile. Reprendre depuis la première OK. phrase. Tu veux qu'on conclue là? Ouais, je pense qu'on va se laisser. Ouais. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Nous, en tout cas, on aura passé un bon moment avec Ouais. vous. Une petite, remise en piste, Petite remise en jambe voilà. sympathique, voilà. Voilà. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau podcast entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!